sais pas comment c'était possible, mais 3 heures après, on était en train de faire des trucs dans le bus tous les deux, alors que tout le monde dormait à côté, quoi. Sachant que la meuf avait un mec, bien sûr, et des enfants. Sinon, ce serait pas marrant. Ah, parce qu'il y avait son mec et ses enfants. Ah dans le bus. non, pas que Ah, c'est ok. pas dans le bus. Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je suis Amaury Tardier, investisseur et entrepreneur, cofondateur de Kairos et Emporium. Dans cette série d'épisodes, nous irons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs pour découvrir leur histoire. Accompagnés de nos pères et mères Castor, ces figures emblématiques qui ont marqué leur secteur de leur empreinte, je vous propose de voyager à travers leur vie pour mieux comprendre les patterns de leur succès. Je vous souhaite une excellente écoute. Merci d'être venu à Paris exprès pour le podcast, pour le tournage. Merci à toi, Amaury, de me recevoir. Bienvenue sur le podcast Père Castor, raconte-nous ton histoire. L'idée, elle est très simple, c'est de remonter à ton premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur, et de remonter la rivière où le... J'ai bugué parce qu'en même temps, je pensais à autre chose. La dernière fois, tu vois, sur la télé, je viens juste d'y penser, mais on hésitait à mettre une rivière. Ça n'avait pas fait consensus, donc on l'avait pas fait. Et donc, on va remonter la rivière où, pour celles et ceux qui nous écoutent en audio, on a une télé, en fait, qui réfléchit un petit peu au niveau des lumières, et donc du coup on hésitait à mettre une rivière à la télé, mais on l'a pas fait, donc peut-être un jour on le fera. Et donc on va remonter la rivière ou le fleuve de ta vie, et en fait schématiquement moi je vais te poser des questions qui sont les barrages finalement que le Castor construit au fur et à mesure. Donc il y en a qui sont préparés, d'autres non, et puis ensuite on reviendra un petit peu sur ce que tu fais aujourd'hui. Mais avant de revenir à ce premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur, est-ce que Thomas, tu peux expliquer un petit peu quelles sont l'ensemble de tes activités aujourd'hui qui te génèrent du revenu, qu'est-ce que tu fais finalement, qui es-tu? Ok, je suis conseiller en investissement financier indépendant, je suis formateur en ligne et podcasteur. Donc j'ai un peu 3 casquettes, c'est un peu mes 3 façons de gagner de l'argent aujourd'hui. Mais on va dire que... En fait, c'est marrant parce que ça dépend à qui je m'adresse quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Si c'est des gens un peu de notre âge, de notre entourage, je veux dire je suis plutôt créateur de contenu en finance personnelle. Et si c'est quelqu'un qui n'a pas forcément à voir avec le marketing digital, je vais plutôt dire que je suis conseiller financier. Mais grossièrement, mes activités aujourd'hui, c'est ça. Je fais du conseil d'investissement, donc j'accompagne des particuliers pour leur expliquer comment investir en bourse et en immobilier principalement. Mais du coup, je fais de la formation en ligne aussi sur ces mêmes thématiques. Et voilà, j'ai un podcast qui est ma création de contenu principale sur les finances perso, où je fais des épisodes en solo et des épisodes avec invités comme toi. Et d'ailleurs, tu passeras très bientôt sur mon podcast. En effet. Et aujourd'hui, alors, on n'en a pas parlé en amont, mais on va dire j'ai mes questions et t'as tes réponses. C'est pas forcément obligatoire de me répondre, mais c'est vrai qu'on aime bien avoir un petit peu les chiffres. Est-ce que tu peux chiffrer un petit peu tout ça en termes de chiffre d'affaires généré, d'activités, soit d'élèves passés, soit on parlait du nombre d'écoutes tout à l'heure, etc. Chaque activité est rémunératrice. Comment ça se divise aujourd'hui dans tes revenus ? Ouais, écoute, c'est assez... Il y a pas mal de choses qui sont assez récentes, donc j'ai pas un énorme recul pour avoir des chiffres vraiment très consolidés, mais ce que je peux dire, c'est que cette année en 2024, je me fixais un chiffre d'affaires de 100 000 et je l'ai atteint en 6 mois, donc plutôt très très content sur le... Au moment où on parle, on est en juillet 2024, donc tu as fait la moitié de l'année et tu as déjà dépassé ton objectif. C'est ça, j'ai dépassé mon objectif, donc évidemment super content. Ouais. Après, en termes de... Alors, tu me diras s'il y a des chiffres que tu veux, je vais développer. En termes d'écoute de podcast, je suis à peu près à 40 000 aujourd'hui. 40 000 d'écoute par mois. Alors, entre 30 et 40, ça dépend de la fréquence d'épisodes et voilà aussi de la qualité des épisodes que je fais. Quand tu dis 40 000, on est d'accord, c'est uniquement sur Spotify, Apple Podcast. Ouais, c'est ça, c'est que l'audio. C'est sans YouTube. C'est ça, c'est sans YouTube. Et vu que je développe plus la chaîne YouTube là, depuis 2-3 mois, en fait, c'est plus, mais c'est toujours difficile de cumuler les deux. Mais j'ai regardé que sur les 3 derniers mois, j'étais entre 20 et 40 000 vues sur YouTube par mois. Donc, si on cumule les deux, je dirais grosso modo 50-60 à peu près, tu vois, en prenant des marges, je dirais à peu près ça. Mais mon audience initiale est vraiment plus du podcast, quoi. Ça fait vraiment 3 ans, enfin 4 ans quasi maintenant. C'est vraiment le podcast qui a permis de me développer. Et 50 à 60 000 écoutes par mois, c'est quelle source de rémunération à peu près? Tu me disais que tu sponsorises aujourd'hui. Ça rémunère à peu près combien Alors ça, pareil, c'est pas très... c'est assez variable. Donc... Ça dépend vraiment des mois, ça dépend vraiment des sponsors. Tu me dis si je me trompe, parce que nous, on sponsorise pas, non pas qu'on veuille pas, mais c'est parce qu'on fait pas assez d'écoute. Mais on m'a dit que le sponsoring, c'était entre 80 et 100 euros sur l'audio uniquement pour 1000 écoutes.
Est-ce que C'est à tu peu près ça, confirmes? ouais. C'est à peu près ça. Alors, c'est à peu près ça, mais ça dépend de la thématique. En fait, si tu fais du divertissement, par exemple Squeezie, par exemple, lui, il doit facturer peut-être 15 ou 20 euros le CPM, parce que c'est du divertissement. Alors, j'en sais rien, je dis ça, mais... CPM coût pour 1000. Ouais, CPM coût pour 1000, pardon. Je dis 15-20, mais en fait, j'en sais rien. Tu vois, c'est peut-être beaucoup plus parce que c'est Squeezie. Mais en général, du divertissement, c'est beaucoup moins rémunérateur que... Tu veux dire que nous, notre niche, c'est celle qui est la plus C'est ça. C'est rémunérée. souvent la niche finance-entrepreneuriat. C'est souvent là où les annonceurs sont prêts à payer beaucoup plus. Donc, on peut se permettre de mettre des CPM plus élevés. En moyenne, voilà, c'est ça. C'est entre... Ouais, Moi, la moyenne que j'ai en tête, c'est 100, quoi. Mais 80-100, c'est une bonne idée de fourchette, ouais. Ok. Et c'est donc ce toi, que je facture aussi. 40 000, en gros, tu factures entre 3 500 et 4 000 euros par mois de frais à tes sponsors. C'est ça. Tu t'en occupes tout seul? Tu trouves toi-même tes sponsors ou Alors, t'es j'ai aidé? travaillé avec un label pendant quelques mois. Et puis là, on a finalement... C'était quoi? C'était Orso Média avec ça, ouais. Mathieu Stéphanie? C'est Ok. ça. On a travaillé ensemble pendant quelques mois. Là, maintenant, je suis repassé tout seul. Pour quelle raison, si c'est pas indiscret? C'est indiscret? Bah, c'est que voilà, on a préféré se séparer. Il prenait trop de frais? Non, pas forcément, mais on n'était pas forcément alignés sur Ok. sur notre collaboration. Donc voilà, Ok. je préférais. C'est de ma part, hein, c'est moi qui préfère repasser en solo. Et Et t'arrives à facturer autant que eux arrivaient à facturer à l'époque? Ouais. Parce que j'imagine qu'eux ont des partenariats de... Ok. Ouais, donc voilà, en tout cas, je rentre dans mes frais comme avec eux en tout cas. Mais voilà, alors après voilà, tu vois, c'est pas tous les mois qu'il y a des sponsors, bien sûr, hein. Il y a des mois avec, des mois sans, et des mois, ben, j'arrive à faire à la fois un épisode sponsor plus un pré-roll. Donc voilà, c'est assez variable. Mais grossièrement, ouais, on peut dire que c'est en moyenne entre 3 et 5 000 à peu près par mois qui viennent de la sponsor podcast. Sachant que je sais que j'optimise pas assez parce que là, je parle vraiment que des pré-rolls audio. Tout ce qui est YouTube, pour l'instant, je le monétise pas du tout. Parce que tu vois, sur YouTube, tu peux pas mettre un pré-roll en début de chaque épisode parce que chaque vidéo est figée. D'ailleurs, c'est un gros sujet que j'ai en ce moment et je trouve personne qui a la même problématique que moi. Donc, j'aimerais bien d'ailleurs en discuter avec des gens qui ont mes problématiques. Oui, parce que finalement, les écoutes que tu as sur YouTube, elles pourraient être elles me rapportent monétisées rien. de la même manière, a priori. ça. Ils veulent pas les annonceurs Bah, c'est qu'en fait, ma chaîne YouTube a décollé, hein, tout Ouais. relative, hein, ça reste pas beaucoup de vues, mais je pourrais monétiser parce qu'il y a quelques vidéos qui ont fait plusieurs milliers de vues. Mais alors oui, YouTube me paye quelque chose, mais en réalité, c'est que dalle, hein, on va pas se mentir, hein, ça se compte en centaines d'euros, donc c'est rien. Mais pour l'instant, ouais, tu peux faire de la vidéo sponsor vidéo, ça je l'ai fait. Alors, du coup, ils me payent pour diffuser en audio et en vidéo pour un épisode. Mais par contre, le concept du CPM, donc coût par 1000 écoutes, où tu vas mettre un pré-roll sur chaque début d'épisode, mais ça, c'est pas trop adapté à la vidéo. Donc, je sais pas trop encore comment faire pour ça, quoi. Ouais, peut-être que c'est assez récent, mais ça va se développer. Enfin, chez Orso Media, en tout cas, ils le proposaient pas. Non, en tout cas, non. Avec Orso, on était vraiment que sur de l'audio, comme je le fais aussi. Et la plupart des gens qui se font sponsoriser sur de la vidéo, ils font vraiment l'épisode sponsor. On leur facture à l'épisode, quoi. Donc là, c'est beaucoup plus D'ailleurs, on m'avait dit, tu me dis, parce que c'est intéressant, c'est vrai qu'on en parle pas mal, mais je trouve ça vachement intéressant. On m'avait dit que c'était investisseur 3.0 ou 4.0. 4.0, ouais. 4.0, Paco, tu ouais. le connais? Ouais, Ouais, c'est bien ça. sûr, c'est pas quoi. Et lui, il est chez eux aussi. Il est chez Orso. Bah, en fait, la plupart des podcasts finance, ils sont chez Orso. Hein. T'as Richissime, Investisseur 4.0, La Martingale. Et il m'avait dit que pour à peu près commencer à rentrer chez eux, il faut faire 40 000 écoutes par mois. C'est ce qu'il me disait. Ouais, c'est ça. Alors moi, j'étais rentré avec un peu moins d'écoute. J'étais à 20 000. D'accord. Et puis voilà, je suis arrivé à 40 000. Mais voilà, pendant notre Et c'est eux qui partenariat. t'ont démarché ou c'est toi qui as eu le... C'était d'un commun accord. On s'est rencontrés pendant un séminaire de podcast et on a échangé. Ah, il y a puis des séminaires de podcasts qui existent? Ouais, séminaire, ça s'appelle. Sérieux, je savais pas. Ouais, des podcasts et des thunes, ça s'appelle. Ah ouais? Ouais, c'est trop bien. Je suis allé 2 fois. C'est où? Je t'invite. C'est dans le 19e, vers Crimée. Non, pas vers Crimée, je sais plus. Bon, Tout le monde proche peut y du aller? canal de l'Ourcq. Mais ouais, bon, il faut payer. Hein, c'est Ouais. 150 balles, je crois, la journée. Et t'as des super intervenants, t'as des ateliers. Ah bah c'est bien ça. Ouais. Bah, à tous les podcasteurs qui nous écoutent, C'est quand? allez-y, c'est génial. C'est en octobre en général. Ah ouais, et t'y retournes là cette année? Bah, j'y suis allé en octobre. Ouais, Ah mais là t'y retournes cette année en 2024. ouais bah, je pense que je vais retourner. Ouais, Ah ouais, ok, je savais pas que Ouais. ça existait. Ouais, ça me chauffe carrément de... ouais, c'est super bien. Ok. Et tu fais des rencontres et on est une centaine de podcasteurs. Donc déjà, tu rencontres plein de gens qui ont les mêmes problématiques que toi. Bah, les intervenants, c'est des podcasteurs qui ont généralement réussi, donc ils viennent aussi te partager leur succès et comment ils ont fait. Ouais. Donc très intéressant.
Ah te bah c'est recommande. bien ça. Ok, bon bah génial. Bah ouais, je pense que ça peut être sympa d'y aller. Ok, ça marche. Donc là, une rémunération, on va dire autour des 4000. Tu disais entre 3 et 5000 euros Ouais, par mois, donc même si 4000. voilà, c'est variable, hein, mais voilà, grosso modo, T'as c'est. une autre société où t'accompagnes sur la partie investissement. C'est ça, donc je conseille d'investissement, donc voilà, gestion de patrimoine, conseil d'investissement. Alors je suis vraiment plutôt spécifié sur le placement, donc j'accompagne, enfin j'aide vraiment les gens à investir en bourse C'est du principalement. coaching un petit peu, tu m'avais dit, Ouais, on c'est va y du revenir coaching, tout à l'heure, alors on mais... peut parler de coaching et tout, mais moi j'ai vraiment les habilitations de CIF, donc Mhm. de conseil d'investissement financier, je suis inscrit à l'ORIAS et tout, donc c'est vraiment très réglementé, donc Non mais beaucoup toi, de tu as une paperasse. particularité, ce que tu me disais, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est que souvent, pour pas dire tout le temps, les conseillers en investissement financier ou finalement conseillers en gestion de patrimoine facturent de manière dissimulée, si je puis dire, dans le sens où ils recommandent un produit financier, ils sont rémunérés sur ce produit C'est financier ça. en apport d'affaires. C'est Toi, ce qu'on appelle de aujourd'hui, la rétrocession, de la rétrocommission. Ouais. tu ne la prends pas. Ouais. Par contre, tu factures des commissions sur, De l'honoraire. voilà, du conseil finalement. C'est ça. C'est vraiment du pur honoraire. C'est un modèle de rémunération qui est vraiment pas courant chez les conseillers financiers. Pour donner un ordre d'idée, d'après les stats de l'AMF, donc Autorité des marchés Mhm. financiers, Mhm. 95% des conseillers sont rémunérés en rétrocom, donc sont dits D'accord. non indépendants. Alors il faut faire bien la distinction entre être indépendant auprès d'une entité et le conseil qui est indépendant ou non indépendant. Parce qu'il y a beaucoup de conseillers qui sont indépendants au sein d'une entité, mais qui fournissent un conseil non indépendant parce qu'ils sont rémunérés en rétrocommission. Et tu as les conseillers qui sont donc indépendants, mais au conseiller indépendant, donc Ouais. qui est mon cas, ce qu'on appelle être indépendant au sens de la MIF 2, qui est une directive qui date de 2015, qui a expliqué en fait qu'est-ce qui est indépendant et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en gros, ça dit simplement que quelqu'un qui est un conseiller indépendant, il n'a pas le droit de toucher de rétrocom, et s'il en touche, il est dans l'obligation de le reverser au client, et donc il est obligé de facturer de l'honoraire. C'est vraiment ça la définition de. Et cette rétrocom, alors, parce que souvent elle est calculée au global, donc de toute façon, qu'ils la versent ou pas, cette rétrocom est déjà calculée dans leur manière de faire du business pour ces placements financiers. T'en fais quoi? Tu la collectes et tu la reverses ou tu la laisses et Alors moi, c'est j'en touche pas, moi du coup. Toi, t'en touches zéro aujourd'hui, Ouais. mais quand tu vends, par exemple, je sais pas moi, du Remake Live, enfin, ou peu importe, Remake Live, il n'y a pas de frais d'entrée, donc c'est raté. Quoique, Ok. il y a quand même de la rétrocom, mais. t'as de la rétrocom Ouais, sur bien sûr. Remake Live. Alors J'ai moi, un non, pote qui est mais, conseiller en gestion de patrimoine qui a de la rétrocom dessus. Alors, Mais du coup, cette rétrocom, elle est déjà provisionnée. Si tu la prends pas, c'est Remake Life qui s'enrichit davantage. alors là, tu parles de mon cas à moi. Bah, par exemple, toi, dans ton cas, du coup, tu la prends pas. Ah, moi, je prends rien. En fait, Donc, c'est Remake Life qui gagne plus d'argent alors. Ouais, mais sauf que Remake Live n'est même pas au courant que je l'ai recommandé en fait. Moi, j'ai Oui, pas de bien sûr. partenariat en fait. Non, mais bien sûr. Mais du coup, finalement, tu pourrais presque facturer ça à Remake Life parce que de fait, de toute façon, ça changera rien pour les clients Mhm. et la rétrocéder aux clients. Ouais. Si c'est une obligation, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, mais moi, je me suis même pas aventuré là-dedans, tu vois. Ok. Je pars du principe que tu me. Finalement, ils gagneraient de l'argent à passer par toi, c'est ça que je suis en train de dire. Ouais, bien sûr, ouais, bah, c'est vrai, mais je me suis déjà posé cette question en plus, parce que c'est vrai que c'est. Enfin, c'est Que tellement pas. Tu fais un conseil prenons l'exemple. Tu factures, je sais pas, j'imagine quoi, entre 100 et 300 euros de l'heure à peu près le conseil, Ouais, quelque un chose peu comme plus, ça. mais- Plus 500 euros de l'heure. Ouais, à peu près, ouais. Ok, 500 euros de l'heure hors taxe. Tu leur fais, je sais pas, j'imagine 5 heures ou quelque chose comme ça. Moi, pour- généralement, vraiment, le coaching de démarrage, c'est 3 rendez-vous. Et, Donc, c'est 3 au moins heures, 3 donc- rendez-vous, voilà. Donc 3 1500 heures, euros ouais. hors taxe. Tu leur conseilles de placer 200 000 euros sur Remake Live. En général, c'est 4-5% de rétrocession. Donc on va dire 5% de 100 000. 5 fois 2, 10, ça fait 10 000. Donc toi, tu leur as facturé 2005, tu as touché 10 000, tu leur reverses 10 000, ils ont gagné 7 500 à passer par toi. Alors, c'est intelligemment pensé, mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que quelqu'un qui a 200 000 à placer chez moi, je lui recommanderais jamais de mettre 200 000 sur une SCPI, tu vois. Oui, mais ou alors, même s'il a pris. Alors, en l'occurrence, 200 000, ça. Mais Remake Live ou quelqu'un. La plupart des CPI ou de ces sujets financiers, de l'assurance vie, etc., ils ont de la rétrocession, on est d'accord. Ouais. Après, si tu recommandes majoritairement des produits d'investissement financier où il n'y a pas de rétrocession, bon, bah, le calcul fonctionne pas. Mais enfin, je sais que pour avoir quelques copains qui sont conseillers en gestion de patrimoine, ils ont quasiment des rétrocessions. Enfin, eux, pour le coup, ils ont des rétrocessions sur Oui, tous parce les que c'est leur produits. business model, ouais. Ouais. Mais j'imagine que la plupart ont des rétrocessions, non? Je te dis, 95% des conseillers. Non, mais toi, sont- dans les produits que tu proposes aujourd'hui, il y a des rétrocessions, sauf que tu les prends pas, mais j'imagine Ouais, qu'il mais y en a. c'est surtout parce que j'ai pas de partenariat avec tel ou tel assureur, tu vois, Ouais. pour qu'il me reverse des rétrocessions, parce que y a pas d'intérêt, parce que je prends une rétrocession pour la reverser, et c'est vrai que ce que tu dis est vrai, parce que tu pourrais dire, ok, ben je la rétrocède finalement au client, Ouais. donc du coup il a un coaching gratuit. Je me suis posé cette question, mais déjà je me dis en termes de gestion de paperasse, à mon avis c'est une usine à gaz, donc c'est pour ça que je suis pas allé plus loin. Et j'ai envie de discuter avec quelqu'un qui fait un peu comme moi, mais il y en a tellement peu que j'arrive pas à trouver de gens qui font mon business model, tu vois. Mmh. Donc je sais pas trop comment le faire dans les faits, et je vais pas te cacher qu'en fait c'est déjà tellement un enfer
de paperasse juste pour faire du conseil. Enfin, je veux dire, vraiment pour accompagner un client, tu as au moins 5 documents à signer, c'est déjà mais tellement chiant que si je commence à me dire ok, je prends des rétrocessions pour après lui reverser, parce que c'est pas des virements simples, hein, il faut tout tracer, tout montrer, mettre les machins et tout. Je me suis même pas aventuré là-dedans parce que pour moi ce serait déjà assez chiant, tu vois, de faire la paperasse, que voilà, si je commence à m'aventurer là-dedans. Mais c'est un sujet que je dois creuser depuis 2 ans et que j'ai jamais pris le temps de creuser. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont pas familiers au sujet, pour bien comprendre, si en l'occurrence les clients X qu'on évoquait tout à l'heure mettent 200 000 € sur Remake Live, même si toi tu prends pas la commission, que tu la prennes pas, que tu la rétrocèdes ou pas, ça ne change rien, ils mettront 200 000 €, point à la ligne. De toute façon, ça sera provisionné dans les 200 000 € au total, en l'occurrence avec un exemple comme Remake Live. Mais il y en a plein d'autres, des SCPI qui font ce type de modèle. Donc en fait, c'est presque frustrant de pas le prendre, dans le sens où de toute façon, les clients vont le payer. C'est plus pour ça que j'évoquais ce sujet-là. Ouais, non, mais c'est un très bon sujet, et c'est un sujet que je dois vraiment creuser depuis longtemps, mais en fait j'ai tellement jamais le temps, tu vois. Mais et puis en fait enfin, pour être très franc avec toi, et puis du coup ça on recouvre un peu avec mon histoire, enfin avec mon parcours entrepreneurial, mais aujourd'hui, tu vois, moi le conseil d'investissement c'est qu'une partie marginale de mon activité, et volontairement j'ai pas envie de la développer aussi, parce que tu dois le savoir, je vends mon temps contre de l'argent. Et c'est tellement de paperasse, c'est tellement complexe que oui, je pourrais même embaucher et tout. Tu vois, aujourd'hui, ça fait 1 an bientôt que j'ai 80 personnes sur liste d'attente pour du conseil. Ah ouais. Et j'arrive jamais à la baisser en fait. Chaque fois que du coup je finis des coachings, et parce que tu vois, je me limite à peu près 10 personnes en parallèle, parce que sinon je m'en sors pas. Chaque fois que je relance une dizaine, vingtaine nouvelles personnes, du coup ça convertit assez facilement parce que les gens ils sont en attente depuis longtemps. Mais en attendant, du coup d'autres gens se rajoutent. En fait, j'arrive jamais à épurer, tu vois, cette liste d'attente. Et volontairement, j'ai pas envie de développer l'activité de conseil parce que c'est très très lourd en paperasse et c'est chiant. Enfin, je vais être franc avec toi, c'est très chiant. Et même le conseil, c'est bien, mais j'ai envie de le laisser. Enfin, j'ai envie que ce soit qu'une petite partie de mon activité, parce que j'ai envie de concentrer mon activité sur les choses qui me bottent encore plus, qui sont la création de contenu et la formation. D'accord, ok, super clair. Ah oui, donc là, tu as 80 personnes. Donc tu fais quoi? Tu fais au moins 3-4 personnes. Tu fais au moins 3-4 coachings par mois. C'est quoi le. Ouais, un peu plus. En gros, j'ai entre 5 et 10 clients en parallèle, toujours. Donc ça, c'est pur coaching, c'est pas formation? Ouais, c'est pur coaching, c'est complètement personnalisé. Alors, on dit coaching, mais bon, dans le jargon des créateurs de contenu, on dit coaching, mais si on veut être réglementaire, c'est une mission de conseil d'investissement. Mais voilà, vu qu'en général, c'est des accompagnements sur 3-4 mois et qu'il y a un rendez-vous par mois, voilà, je dois faire une dizaine de rendez-vous, tu vois, une dizaine de rendez-vous par mois. Mais tu vois, c'est du taf parce que c'est 1h30 de pur donc de coaching personnalisé. Mais en amont, tu as la paperasse. Entre les rendez-vous, moi, je dois aussi travailler, faire des simulations, présenter des trucs. Donc, tu vois, c'est pas 1h30 de taf en réalité. Tu vois. C'est beaucoup plus. Tu vois, je leur vends 3 rendez-vous, donc 4h30. Mais en réalité, c'est peut-être plus 10 heures de taf par client, quoi. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas développer plus. Parce que les deux solutions, c'est soit il faut que je me dédouble, ça je pourrais pas, soit il faut que j'embauche. Mais qui dit embaucher, c'est encore plus de paperasse, machin. Et comme je te dis, si je fais ça, il faut limite que je fasse plus que ça, tu vois. Je comprends. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie aujourd'hui pour le business. Ok, donc ton activité de podcast qui te rémunère à peu près 4 000, ces conseils-là qui te rémunèrent à peu près 5 000, si je comprends bien. Ouais, t'as grosso 10 clients par mois, tu fais au moins un rendez-vous par mois avec chacun. Ouais, c'est à peu près ça, c'est à peu près 4-5 000. Et le reste de la formation, c'est ça? C'est ça, le reste de la formation. Et la formation, alors pour le coup, c'est vraiment entre guillemets en dents de scie, parce que c'est en fonction des lancements que je fais, en fonction des promos qu'il y a. Mais grosso modo, je lance une formation tous les 3-4 mois en général. D'accord. Sur un sujet de l'investissement. J'ai volontairement fait le choix de ce qu'on appelle la méthode des petits produits. Je fais pas de formation, alors pour l'instant, parce que ça peut changer, je fais pas de formation high ticket, je fais des formations vraiment à des coûts raisonnables, donc qui sont aux alentours de 300-400 € à peu près, qui sont des formations courtes, concises, qui te permettent vraiment de passer à l'action, parce que j'ai constaté aussi quand tu fais des formations très longues, il y en a beaucoup qui vont pas jusqu'au bout et qui passent pas forcément à l'action. Et donc j'ai vraiment souhaité faire, et vu que j'ai cette casquette aussi de gestion de patrimoine, où j'ai vraiment, voilà, je connais pas mal de types d'invest, voilà, j'ai une formation sur les ETF, une formation sur les SCPI, une formation sur l'IMO physique, une formation sur la crypto, une formation sur les actions à dividendes, enfin bref, j'ai vraiment scindé chaque type de formation pour que la personne qui a envie de se former avec moi, elle puisse vraiment choisir le produit qu'elle veut à un tarif abordable. Ok, et ça te génère, c'est pareil, c'est quoi? C'est 3/3? C'est à peu près. Alors, lycée à l'année, parce que du coup, tu sais que tu avais des lancements. Ouais, c'est ça. Alors, en lancement, du coup, ça fait un gros pic, ça peut être beaucoup plus. Je dirais que je fais entre 5 et 10 000 par lancement. D'accord. Mais il y a des lancements que c'est plus, il y a des lancements que c'est moins. Quand je fais des campagnes promo d'une formation existante, du coup, ça peut me générer autant, voire plus. Donc, c'est assez variable, tu vois. C'est compliqué de dire. Mais entre 2 et 5 000 par mois, lycée à l'année, on est à peu près dans le vrai.
En réalité, plus parce que la proportion de mon CA aujourd'hui, c'est 40 à 50% qui vient de la formation, D'accord. 30% qui vient du coaching et 20% du sponsor aujourd'hui, tu vois. D'accord. Ok. Mais le sponsor, c'est voilà, il faut attendre la fin de l'année pour vraiment avoir vraiment une vision globale parce qu'il y a eu des périodes vraiment où il n'y a rien eu, des périodes où il y a eu plus, tu vois, donc Ok. c'est un peu plus compliqué. Ok, super clair. Bon, bah, on voit à peu près où t'en es, J'en suis. où t'en es aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir maintenant à ton premier, pour comprendre un petit peu comment t'en es venu là, à ton premier souvenir soit d'entrepreneur, soit d'investisseur. L'idée étant de remonter le plus loin possible. Ça peut Ouais. être à 5 ans, vendre des chaussures, vendre des t-shirts à 7 ans, j'en sais rien. C'est marrant parce que tu vois, j'ai pas du tout préparé l'épisode, hein, et là, d'un coup, je viens d'avoir un souvenir qui est peut-être ma première expérience entrepreneur, tu vois, que j'ai jamais raconté à personne, c'est marrant. En fait, je faisais du tennis quand j'étais petit, enfin, je fais du tennis pendant 15 ans, et j'en refais d'ailleurs. Et en fait, je devais avoir 8 ans, 10 ans, je sais plus, mais j'étais vraiment petit, hein. Mhm. Et c'était l'époque de la Play 2 venait de sortir. T'as quel âge aujourd'hui pour qu'on ait une... J'ai 36 ans. 36 ans. Ok. 37 ans dans 3 semaines. Déjà. Donc Et en t'avais fait, 8-10 ans. ouais, je sais plus exactement, c'était l'époque de la Play 2, donc je suis né en 87, hein, les gens font le calcul, mais je dois avoir 8-10 ans. Et en fait, il y avait une tombola qui était organisée par mon école de tennis, et Ok. celui qui vendait le plus de tickets de tombola, eh ben, il gagnait la Play 2. Et vu qu'à l'époque j'étais un peu un geek, alors je devais peut-être avoir plus de 10 ans d'ailleurs, parce que j'étais quand même un peu un geek, enfin j'adorais la console, Ouais. et ben là j'étais une machine à vendre, alors que évidemment quand t'es petit, hein, tu sais pas vendre. Mhm. Et j'avais dévalisé tous les tickets tombola du tennis. Et tu vois, en réfléchissant, je me dis c'est peut-être finalement un peu ma première expérience entrepreneuriale parce que du coup, je me rappelle, je recrutais des potes pour qui viennent avec moi parce que finalement, j'y allais seul un peu, mais Mhm. aller sonner parce que il y a pas internet à l'époque. Donc Ouais. t'allais sonner chez tous les voisins. Donc j'ai fait tous les quartiers de tout mon village et toute ma ville, tu vois. Et du coup, je recrutais des potes pour qu'ils m'accompagnent. J'essayais de trouver des solutions, des arguments un peu marketing pour essayer de vendre le truc. Et j'ai fini meilleur vendeur. Et du coup, j'avais gagné un Play 2, tu vois. Donc, je dirais que ce serait peut-être ça. Ouais, c'est marrant comme premier souvenir. C'est la première fois qu'on- Je suis en train de me rendre compte que j'ai jamais raconté ça à personne dans ce domaine de business et Ouais. d'entrepreneur. Mais je pense que ça colle bien en premier souvenir, tu vois. Ah Je bah, pense que c'est vraiment mon premier vrai souvenir qui pourrait coller à ça. C'était en francs ou c'était en euros? Ça nous donnera C'était déjà en une idée. francs, ouais. Je me rappelle. Ok. C'était avant 2002, c'est sûr, hein, parce que faudrait regarder la date de sortie de la Play, mais elle venait de sortir, tu vois. Je me rappelle parce qu'elle venait de sortir et j'allais la gagner, donc moi j'étais fou. Donc je Ouais, pense ça que devait c'était être- avant 2002. Ouais, Ouais. peut-être. Ouais, j'ai aucune idée. Mais je crois que c'était en francs, ouais. Ok. Faudrait vérifier. Ouais. T'es Tu feras originaire. un fact-checking. Je demanderai à ton monteur. T'es originaire d'où toi? Du sud, à côté de Marseille, une ville qui Ok. s'appelle Vitrolles. Ouais, je connais. Voilà. J'ai Ok. grandi là-bas. Donc t'as Et- vendu des tickets de tombola à À Vitrolles. tout Vitrolles, ouais. T'en tout- avais vendu beaucoup, tu te souviens? Ah ouais, j'en ai vendu énormément. Je me rappelle. Je sais plus, mais en tout cas, je sais que les Genre profs de en- tennis, ils en hallucinaient, quoi. En centaines. Ah ouais, c'était en Ah ouais. centaines. Ouais. C'était en centaines. Ouais, je me rappelle, tu avais des tickets, des carnets de 10. J'en avais, je sais pas, peut-être vendu 20 ou 30 talons. Tu vois. Enfin, j'en ai vendu vraiment beaucoup. Et je me rappelle même, pour la petite anecdote, je sais pas pourquoi ça m'a marqué, qu'il y avait un autre petit de mon âge qui voulait tellement la Play que sa grand-mère lui achetait tous ses tickets, en fait. Ah ouais. Ouais, elle lui achetait tous ses tickets. Et du coup, on se faisait la course entre la grand-mère qui achetait tous les tickets et moi qui allais trimer dans la rue et aller sonner chez tout le monde. Tu vois. Et t'as gagné. Et j'ai gagné. Le travail paye. Ouais, ça, le travail paye. Et je pense aussi que les monos, enfin les gars du tennis, ils ont commencé à dire bon, lui il se lève le cul tous les matins pour avoir sa play, c'est un peu triché. Enfin, tant qu'à faire, la grand-mère elle va l'acheter la play, tu vois, ça va plus vite. Hein, Et, parce que- et alors finalement, avant de revenir sur la suite, t'as été bon en tennis ou pas? T'as fait des... Alors ça dépend pour qui. Avec le recul, je dirais pas énorme. Pour ceux qui connaissent, je suis monté 3ème série. Donc pas ouf, quoi. Le plus haut classement que j'ai eu, c'était 30. Et, Ok. et là, je reprends. Et là, c'est juste que j'ai pas le temps de faire des tournois, mais mon entraîneur, il me dit que je joue 15-5, 15-4. Donc bon, c'est pas un énorme niveau, quoi. Mais on va dire que ça va, que on commence à s'amuser, quoi. Donc t'es monté jusqu'à... Alors troisième série, je connais pas bien. 15-4, je vois très bien ce que c'est. Alors, 3ème série, ça commence à 30. Ok. Après 30, enfin, au-dessus de 30 à 15-5, 15-4, Ouais. 15-3. Mais là, mon entraîneur, il me dit que je joue entre 15-5 et 15-4. Ok. Mais aujourd'hui, je suis classé 31, Un mais petit niveau parce que j'ai pas le temps, en fait. parce que Bon j'ai 2 enfants, départemental, donc, petit niveau régional, quoi. Ouais, départemental plutôt. Ouais. Départemental, Bon, 15-4. on fait les tournois par équipe départementale pour donner un ordre d'idée, tu vois. Ok. Ok. Ah oui, donc là, tu rejoues Ouais, de je suis manière depuis que régulière. du coup, je me suis installé vers Avignon, dans Ok. un plus petit village. Et voilà, je me suis inscrit dans le Pourquoi club t'es du passé de Vitrolles à Avignon? Alors, il y a eu pas mal de chemin entre Vitrolles et Avignon. Ok, bon, bah, on va y venir alors. Du coup, premier souvenir à 10 ans, Ouais, à peu 10 près, ans, entre 10 ans, 8 et ouais. 12, on va dire. Ouais. Bah déjà, t'étais en primaire ou au collège?
Je dirais... Non, collège. Début de collège, ouais. Ouais, donc t'avais plus que 8 ans alors. Ouais. Non, T'avais plus que 10 ans. Je me rappelle, parce que je me rappelle les 19 ans. copains que j'avais ramenés, c'était du collège. Donc, Ok. Donc tu fais Est-ce que t'as eu d'autres choses avant d'arriver peut-être plutôt au lycée? T'as eu d'autres moments comme ça qui sont toujours intéressants et qui peuvent témoigner aujourd'hui de cette volonté d'activité entrepreneuriale ou... Là, comme ça, qui me vient, non. Tu vois, c'est pour ça que j'aurais peut-être dû préparer l'épisode. Là, j'ai eu un souvenir qui m'est revenu, mais non, là, je crois pas, tu vois. J'ai pas d'autres souvenirs qui me viennent comme ça, qui soient similaires aux souvenirs que je t'ai racontés. Ok. Non. Bon alors ça a été quoi la suite? T'es arrivé au lycée, t'étais toujours à Marseille? Ouais, bah Vitrolles, hein, j'ai fait toute ma scolarité à Vitrolles, études Marseille, donc au début T'as j'étais fait quoi comme étude? automobile. Donc j'ai fait un IUT mesure physique, Ok. donc plutôt dans la science, et après j'ai fait une école d'ingénieur dans les matériaux, Laquelle? les îles. Donc à l'époque ça s'appelait les îles, maintenant c'est rattaché à Polytech. Ok. Peut-être que tu connais le Ouais, réseau je connais Polytech, ouais. Donc voilà, donc 5 ans dans l'ingénierie matériaux, donc À Marseille? À Marseille? ouais, à Marseille, ouais, à Lumini pour ceux qui connaissent, donc dans les Calanques. Ok. Donc bon, évidemment, très bon souvenir, vie étudiante et compagnie, très très bien. Après, j'ai fait un stage de fin d'études à Lyon. Et ensuite, pétage de câble. Alors, pas pétage de câble, mais c'était voulu parce qu'en fait, j'ai fait mon stage de deuxième année d'IUT en Norvège. Donc, j'ai découvert un peu l'étranger, tout ça, j'avais bien aimé. Et donc, du coup, quand j'ai fini mes études, j'ai dit non, il faut que je découvre un peu le monde et je suis parti en Australie. Donc, je suis parti 1 an. Ok. Donc, peut-être qu'on peut assimiler ça. Alors, je ne vais pas dire qu'on assimile ça dans l'entrepreneuriat parce qu'en réalité, j'ai fait que des petits boulots. Mhm. Mais c'est une expérience aussi qui est très très formatrice parce que tu te retrouves avec un diplôme d'ingénieur. Mhm. On t'a un peu monté le chou pendant 5 ans en disant ouais, tu vas être là. Puis tu te retrouves finalement à aller ramasser des pommes dans les champs parce que t'as pas de thunes et que t'es en galère. Et ça a été ultra formateur, tu vois, parce qu'en réalité, t'apprends énormément quand tu te retrouves au bout du monde sans argent et compagnie. Donc j'ai fait un an en Australie où j'ai pas mal bougé en Australie, dans plein d'endroits autour aussi. Ça c'est sympa. Ça j'ai pas fait et je pense pas que je regrette, mais je pense que ça a l'air d'être une période sympa à vivre et il y en a plus d'un qui l'a fait. Ouais, ça reste des expériences qui forgent ta personnalité finalement. Parce que moi je me rappelle, j'avais discuté avec un Belge là-bas et qui m'a dit une phrase qui m'a marqué, sur laquelle j'étais d'accord. Il m'a dit qu'il sentait qu'il avait appris plus de choses sur lui et même sur le monde en général en 1 an de voyage qu'en 5 ans d'études. Tu vois. Après, c'est pas pour blâmer les études. Tu vois. Les études m'ont aussi appris pas mal de choses, notamment à travailler dans l'urgence, tout un tas de compétences, ça m'a appris. Mais c'est vrai que quand tu voyages et surtout que tu te retrouves un peu confronté un peu à toi-même, un peu à la solitude, un peu à des difficultés financières, à te retrouver un peu dos au mur, ça forge aussi, tu vois. Et je pense que peut-être ça a aussi un peu forgé ce caractère d'entrepreneur qui est venu 10 ans après. Hein. Mais tu sais, quand tu te retrouves vraiment, t'arrives, t'as 1000 balles sur ton compte et que tu vas aller te faire la plonge dans un resto, parce que t'as pas le choix, tu vois. Je sais pas, ça doit forger, je pense, certaines choses dans ta personnalité qui après... Ton école d'ingé, t'avais pas du tout réussi à la valoriser en Australie? Non, pas du tout. J'avais essayé de chercher du taf, mais après, j'avais pas d'expérience en France, donc ça n'a pas aidé aussi. Ouais. Mais j'avais cherché du taf pour y rester, mais non, vraiment, pas du tout. Ok, ouais, j'imagine. Après, l'Australie, je l'avais vraiment fait pour apprendre l'anglais aussi, hein. C'était aussi ça l'objectif, hein. Voyager. Et je pense aussi que ça dépend beaucoup de l'écosystème dans lequel t'es. Vu qu'il y a beaucoup de backpackers qui sont là-bas et qui voyagent et que t'es en auberge de jeunesse, en fait, finalement, t'es dans cet écosystème-là. T'es dans une norme générale qui fait que finalement... Tu penses pas à ça, quoi. Voilà. Tu vas même pas chercher forcément de plus loin parce que tu sais que tu es là pour 1 an et tu veux que ça aille vite, straight to the point, t'as pas 6 mois pour trouver un taf ou 4 mois ou que sais-je. Et donc, j'ai le sentiment en tout cas, t'as l'impression que beaucoup de profils qui vont dans ces endroits-là, malgré les diplômes qu'ils peuvent avoir ou le cursus, et ils n'auraient pas accepté des métiers comme ça en France, l'acceptent là-bas parce que la vie est différente et donc tu t'acceptes. Et je pense que tu te mets aussi en tête que tu vas là-bas pour... faire une activité comme ça et que c'est ok en fait parce que tout le monde fait ça. Ouais, c'est ça. Déjà, t'es pas le seul à le faire. Tu vois, tu rencontres aussi plein de Français qui font ça, donc tu te dis que ça va. Et puis aussi, on va pas se mentir, tu vois, le SMIC là-bas, il est comme beaucoup plus élevé qu'en France. Donc même avec un salaire minimum là-bas, en fait, j'étais bien. Je me rappelle à l'époque, Antoine, je suis parti, c'était en 2010, hein, donc ça commence à remonter maintenant. Je me rappelle quand tu faisais la plonge, c'était $15 de l'heure, tu vois. Alors c'était en dollars et tout. Après, c'est en dollars australiens. Ouais, c'est en dollars australiens. Et dollars australiens, c'est l'équivalent de 60 centimes d'euros. Parce que à l'époque, c'était un peu plus quand même. Mais ok. Ça a dû évoluer parce que moi, j'ai des potes qui sont allés en Australie et ils me disaient on gagne bien, etc. Mais en fait, quand tu faisais la conversion, tu gagnes pas tant que ça. Hein. Aujourd'hui, en tout cas, je sais pas comment c'était à l'époque. Moi, à l'époque, je me rappelle que ça faisait bien plus que le SMIC français, quoi. D'accord. Largement plus. Alors après, la vie est plus chère aussi. Donc voilà, l'un dans l'autre, faut calculer. Mais j'avais l'impression, en tout cas, de vivre beaucoup mieux en Australie, d'être plus riche en Australie qu'en France. Mais parce que aussi,
bah, tu sais, je sortais d'une vie étudiant, donc j'étais Mm. ultra frugal. Bah, évidemment, t'as pas d'enfant, machin, pas de maison, donc tu dépenses beaucoup moins. Donc, avec mon mode de vie, en tout cas, bah, j'ai pu me payer des voyages en Asie du Sud-Est, au Fidji, juste avec ce que je gagnais en tant que. T'es Voilà, allé à avec des Bali? petits boulots, quoi. Non, je suis pas allé à Bali. Non, T'as pas fait l'Indonésie? non, Ah, c'est marrant. non, Il y a j'avais beaucoup fait. qui font Bali alors qu'ils sont en Australie. Ouais, parce que c'est peut-être les infopreneurs. Moi, à l'époque, j'étais encore loin de tout ça, donc j'y ai pas Moi, pensé, non. même pas, Non, non, c'est vrai, non. oui, il y en a beaucoup à l'époque qui allaient à Bali, ouais, c'est vrai. Ouais, non, même pas, hein, des backpackers. Mm. On était à Bali il y a 2 ans. 2 ans, Ouais. putain, 2 ans. Ça va vite aussi. On était à Bali il y a 2 ans avec les gars et il y avait beaucoup de personnes qui venaient, des backpackers Ils venaient d'Australie. et c'est comme ça hein, d'ailleurs que j'ai appris, que j'ai découvert un peu. C'est vrai que moi je l'avais pas trop vu, j'avais 2-3 connaissances du lycée qui avaient fait ça, mais je l'avais vu un peu de loin en fait ce sujet-là. Mm. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus démocratisé que ce que j'imaginais et il y a pas mal de gens qui font ça. Tu dormais en auberge de jeunesse? Ouais, ouais. Bah, en fait, en Australie, vu que je suis resté 1 an, je m'étais vraiment posé quand on s'était pris des colocs et on a habité vraiment. Tu disais on parce que t'étais avec quelqu'un? Ouais, je suis parti avec un pote Ok. avec qui on s'est séparés au milieu. Ok. Mais voilà, j'ai fait à peu près 4-5 mois à Melbourne. Et après, on s'est séparés. Puis j'ai continué, j'ai fait un bout de route tout seul. J'ai atterri à Brisbane et j'ai refait à peu près 4-5 mois avant de revoyager, quoi. Ça c'est pareil, j'ai l'impression que c'est le scénario classique. Ouais. Les gens partent à 2, 3 et finalement Oui, après après, chacun se sépare et chacun fait son... Bah, c'est ça, après c'est quand même rassurant enfin franchement quand t'as 22 ans et que tu pars seul à l'autre bout du monde, j'étais bien content qu'il m'empote au début quand même hein, parce que mais après tu vois quand commences à te faire des collègues, tu commences à parler la langue et que t'es plus à l'aise, après c'est beaucoup moins dur de partir seul, je Ah pense. ouais, je suis d'accord. Mais Mais- quand t'arrives, c'est quand même compliqué quand t'es Et seul. toi, tu repartirais, alors aujourd'hui, tu as une vie différente, mais tu repartirais solo en vacances? Il y en a qui disent qu'ils aiment bien le faire. Moi, c'est un Ouais. truc, c'est un point sur lequel je suis pas d'accord. Mais il y a Bah, plein de gens qui... je l'ai refait. Alors du coup, je saute un peu les étapes, mais 2 ans après, Ouais. j'ai refait un voyage d'1 an. Alors là, j'avais travaillé entre temps, mais j'ai refait un voyage d'1 an en Amérique du Sud. Ok. Où là- Solo? alors, moitié solo, moitié avec un pote aussi. Ok. Mais j'ai fait pas mal de parties solo. Et j'ai réussi à apprécier le voyage en solo. Alors, un certain temps, au bout d'un moment, c'était un peu dur, mais j'ai compris ces gens-là qui partent en solo, tu vois. Parce que c'est vrai que quand t'es seul, en fait, déjà, tu fais ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, tu dors où tu veux, tu vois, t'as pas demandé à l'autre personne ce qu'il veut, donc ça, c'est quand même une sorte de liberté qui est vraiment cool. Tu vas au rythme que tu veux, et aussi, des fois, quand t'as besoin de vie sociale, ce qui est moi mon cas, parce que moi, j'ai du mal à rester seul, et ben t'as pas le choix, en fait. T'as pas le choix, tu parles aux gens. Hmm. Et t'as ce côté-là aussi, encore un peu pareil que quand tu te retrouves à la dos au mur, machin. Tu sais, tu te mets un peu un coup de pied au cul Hmm. que tu ne mettrais pas quand t'es deux. Parce que tu vois, quand t'es deux, je dis bon, bah, pas besoin de rencontrer des gens, je m'en pote, machin. Je dis quand t'es seul, bah t'as pas le choix. T'as le choix, il faut que tu parles à des gens, sinon tu deviens fou en fait. Donc tu vas dans des auberges de jeunesse, tu parles aux autres voyageurs et tu vas parler même aux locaux. Parce que des fois, tu craques parce que t'es seul. Alors il y en a qui sont vraiment solitaires, qui veulent parler à personne. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je sais, quand j'étais seul, en fait, j'étais jamais seul. Parce que bah, quand je me retrouvais seul dans ma chambre, j'étais en mode voilà, c'est quoi cette déprime? Boum, j'allais dans le machin, ou j'allais même dans un resto et je parlais aux gens à côté, je finissais la soirée avec eux, quoi. Ouais, et après, il y a aussi un truc aujourd'hui, je sais pas si tu l'avais utilisé à l'époque, c'était peut-être moins démocratisé, mais les applis de rencontre aussi. Ça joue énormément, je pense, quand tu fais un voyage solo, c'est beaucoup plus facile de rencontrer du monde, que ce soit des amis, des copines, ou même si de base c'était peut-être une relation qui devait être différente, finalement ça devient des amis qui eux te présentent d'autres personnes. Ça joue, je pense, énormément aussi aujourd'hui dans le cadre Alors des ça, c'est rencontres. bien, ouais, quand t'es célib, que tu Ouais. veux rencontrer Ouais. enfin voilà, t'amuser ou quoi. Mais par contre, moi, je vois l'envers du décor de ce que tu dis. Ouais. C'est le pote avec qui j'ai voyagé là pendant les 9 mois. Il me dit, lui, il est reparti seul plusieurs fois en Amérique du Sud. Et il me dit, c'est plus comme nous, on avait voyagé parce que nous, c'était en 2013-2014. Les smartphones, c'était encore un peu le début, tu vois. On n'était pas tous sur WhatsApp, machin et tout. Il m'a dit, maintenant, tu vas dans l'auberge de jeunesse, il y a tout le monde qui est scotché à son téléphone. Alors qu'avant, ça fait un peu vieux con hein, quand je dis ça, je suis pas non plus un vieux de la vieille, Un peu. mais, mais j'ai l'impression, en tout cas, et je le vois aussi quand je repars en voyage, hein, j'ai l'impression quand même que il y a 10 ans, on était quand même un peu moins scotché au téléphone. C'était un peu Ouais, le c'est début. sûr, c'est sûr. Et du coup, ça Déjà, tu favorisait un peu captais plus mal. la. Je pense que c'était relou. Tu Hmm. captais certainement mal. Mais voilà, les Wi-Fi, c'était pas super performant, il n'y avait pas Ouais. autant d'applis, enfin, le smartphone n'était pas autant utilisé que maintenant. Et moi, je suis le premier à squatter mon téléphone, même quand je suis en voyage, quand j'ai Wi-Fi, tu vois. Donc, je suis pas du tout en train de critiquer les autres parce que je fais exactement pareil. Mais mon pote, il m'avait dit ça, et quand j'ai voyagé après ça, j'ai remarqué ça aussi. Que il y a un peu ce côté-là où c'est peut-être un peu plus dur aussi de faire des rencontres maintenant quand t'es seul parce que dès que t'es dans une auberge, boum, j'ai Wi-Fi, je vais scroller, je vais squatter mon téléphone, quoi. Et t'en as fait d'autres des voyages comme ça C'était mes Les deux seuls principaux gros voyages. Après, je suis parti un peu comme tout le monde. C'est voilà, quoi les 2 grosses anecdotes si t'en avais une sur chaque voyage à donner? Waouh, je suis pas prêt là. Alors, là, tu me prends trop à froid là.
ça fait longtemps. Hein, tu sais, l'Australie, c'était en 2010 et l'Amérique du Sud, c'était 2014, tu vois. En fait, j'ai tellement d'anecdotes, mais c'est. Je suis pas le plus à l'aise à les raconter. Parce que là, c'est du très gros dossier. Ah bah vas-y, c'est marrant. Ah non, mais là, ça va très très loin. Je pourrais te le dire en off, mais pas. Tu peux changer les noms si tu veux de l'anecdote. Je peux pas raconter ça, c'est vraiment trop hardcore. Non, franchement, là, ça reviendra certainement pendant le podcast. Parce que là, en plus, je suis en train de bugger sur l'anecdote que je pense qu'il faut pas que je raconte, donc forcément. C'était quoi? C'était en Australie ou en Amérique C'était en Amérique du Sud. Amérique du Sud. Mais c'était un peu. C'était avec une meuf, tu vois, donc ça va un peu loin, donc j'ai pas forcément. Après, alors, si ça peut te détendre, moi sur le podcast, on a eu déjà on n'a pas des milliers d'écoutes, ça je te l'ai dit tout à l'heure, et deux, on a un gars, à la fin on demande c'est quoi votre passion inavouable, et qui nous avait quand même dit, moi ma passion inavouable c'est de me masturber, je me masturbe 5 fois par jour. donc D'accord, on a eu des trucs, on a un mec qui justement comme toi qui est parti en Australie, qui nous a raconté toutes ces histoires de cul en Australie, etc. Donc c'est pas parce que c'est un podcast business que... Après, c'est bon, je vais raconter mon histoire de cul. Si tu tiens, vas-y. Je me suis battu pour l'avoir celle-là. Moi, j'espère juste que ma femme m'a pas écouté, mais je crois que je lui ai raconté en plus l'anecdote. Ok. Donc, je prends un bus, donc tu sais, je sais pas si tu sais, mais en Amérique du Sud, il y a beaucoup de bus, donc j'ai dû je m'étais amusé, j'ai fait genre 500 heures de bus en tout pendant 9 mois. Je prends un bus quand j'étais solo, justement, donc tu vois l'avantage de voyager en solo. Je prends un bus en solo au Chili, je sais plus quelle destination, je crois que j'étais tout en bas et je remontais à Santiago. Je m'assois à côté d'une meuf. Bon, je vais pas raconter tous les détails, mais bref, on sympathise, machin, et donc c'était nuit dans le bus, quoi. Donc tu fais la nuit dans le bus. Je sais pas comment c'était possible, mais 3 heures après, on était en train de faire des trucs dans le bus tous les deux, alors que tout le monde dormait à côté, quoi. Sachant que la meuf avait un mec, bien sûr, et des enfants. Sinon, ce serait pas marrant. Ah, parce qu'il y avait son mec et ses enfants. Ah dans non, le bus. non, pas que c'est pas dans le bus, pas dans le bus. Non, elle remontait pour retrouver sa famille. Ah ouais. Et parce que quand elle m'a dit ça, je me dis, parce que je sentais qu'elle est. Parce que quand je lui dis que j'étais français, machin, on dit ratatouille, machin et tout. T'as une globe de ouf en Amérique latine. En Amérique du Sud, c'est vrai que ça peut paraître chiant, on dit toujours les Français ont la côte et tout. Moi, en Australie, je l'ai pas du tout ressenti, par contre. En Amérique du Sud, c'est vrai que je l'ai ressenti. C'est un délire. Ouais, j'ai vraiment. Alors, j'avais un peu plus de cheveux que ça, mais j'en perdais quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'en Amérique du Sud, j'ai eu plus la cote qu'en Australie. Mais ouais, donc histoire de fou, je me mets à côté d'une meuf dans un bus que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. On discute, bonjour, tu viens d'où, machin. Super feeling, on discute. Je sais pas pourquoi, 2 ou 3 heures après, on se retrouve à faire des trucs qui sont pas dans un bus. Vous avez couché ensemble dans le bus? Non, pas couché ensemble. Okay. Mais c'est des préliminaires, quoi. Ouais, ok. Putain, c'est marrant cette anecdote. Mais alors attends, parce que du coup, je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que quand vous êtes arrivé, il y avait son mari et ses enfants qui l'attendaient à la sortie du bus? Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a dit à partir du moment où on arrive, on se parle plus, on se regarde plus. Et je sais pas si son mari était là, mais en tout cas, elle a tracé, je l'ai plus revu. Ok, pas de numéro de téléphone. Ah ouais, non, elle voulait rien me laisser. Ok, putain, c'est une histoire de ouf. Ah ouais, Santiago, c'est quoi? C'est Chili. Chili. Ouais. Ok. Donc t'as remonté. Après, attention, toutes les Chiliennes ne sont pas comme ça. Ouais. Alors d'ailleurs, c'est parce que du coup, il y a des. Moi, j'ai fait la Colombie l'année dernière. Là, on va au Brésil dans 5 jours. Pour des raisons. Alors, attention, la Colombie, ma femme est colombienne. Donc attention. C'est vrai, ta femme est colombienne. Ouais. Et non, mais c'est. Tu l'as dit toi-même. De toute façon, l'Amérique latine, c'est quand même une autre mentalité en termes de. Ouais. Enfin, quand tu vas là-bas avec tes Français, c'est un. Tu glow up. D'un coup, tu deviens plus beau, quoi. Ah bah, c'est fou, hein. T'as les cheveux qui repoussent et tout. Tu traverses l'Atlantique. Mais du coup, tu parles espagnol? Ouais, bien sûr. Ok. Ouais, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Alors, je l'ai pas rencontré là-bas. Ta femme actuelle, tu l'as rencontrée en Colombie? Et non, justement, ça qui est assez fou, c'est que j'ai fait 1 an en Amérique du Sud, ce qui m'a permis de parler espagnol. Alors, à mon retour, je suis monté à Paris. D'accord. Et elle est venue en voyage à Paris. Je l'ai hébergée, concours de circonstances un peu bizarre, mais je l'ai hébergée, puis on s'est rencontrés. Mais tu l'avais pas du tout rencontrée là-bas? Pas du tout. T'étais juste sur un groupe Facebook ou une connerie comme ça et c'est le hasard qui a fait que... Pas du tout. En fait, c'est ma belle-sœur qui faisait des études avec elle à distance. D'accord. Ils se sont rencontrés à Madrid, ils ont fait un petit tour d'Europe. Ils ont dit, tiens, il y a mon beau-frère qui est à Paris, il va nous héberger. Et puis voilà. D'accord, ok. Ça fait 7 ans. Ok. 2 enfants. Non, mais c'est une histoire de... C'est fou, ça, ces histoires. Mais t'as des histoires, t'en as plein comme ça, enfin, j'imagine. Alors, celle-là, c'est la plus, on va dire, folle qui m'est arrivée. Hein. Clairement, ça m'est arrivé une fois, ça m'arrivera plus jamais, je pense, parce que moi, je suis marié, tu vois. Mais oui, c'est vrai que cette histoire, elle est complètement folle, quoi. Enfin, quand je l'ai racontée à mes potes, ils ont halluciné, quoi. Mais même moi, j'y croyais pas. Je me dis, mais attends, pourquoi ça m'arrive à moi, quoi. C'est fou. Donc, tu vois les avantages de voyager seul, tu vois. Parce que si j'avais été avec mon pote, ça aurait pas pu arriver, ça. Ouais, c'est... Non, mais c'est vrai je dis pas aux gens de voyager seul en espérant qu'il leur arrive ça, parce que voilà, c'est quand même... Prenez des bus. Non, mais c'est vrai que c'est... Et puis, c'est...
c'est une autre culture, une autre vision de la vie, je trouve, en Amérique latine d'un point de vue sexuel. Ouais. Il y a une liberté sexuelle qu'on n'a pas forcément en France. Ça dépend. Hein. Ça dépend parce qu'il y en a... Enfin, moi, je sais que plutôt ma femme et son entourage sont plutôt conservatrices, tu vois, sur ce sujet. Parce que très croyante ou pas du tout? Alors, un peu croyante, Ouais. mais aussi sur le côté, ouais, pas le premier soir et tout, tu vois. Il y en a... J'en ai rencontré... En fait, j'ai rencontré un peu deux types, quoi. T'as celles qui se lâchent un peu plus et celles qui, au contraire, sont plus en mode... la femme que tu as envie d'avoir, tu vois, qui est là pour longtemps, quoi. Ok. Donc moi, j'ai pas trop... Enfin, j'ai vu un peu les deux, quoi. T'as fait quel pays? Mexique, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine. Donc j'ai fait toute Mais la pas côte Brésil. ouest. Pas Brésil, ouais. Enfin, je suis jusqu'à la frontière, à Iguassou, et je me suis arrêté là parce que en 9 mois, c'est dur quand même de... Amazonie, t'as fait? faire. J'ai fait l'Amazonie, mais par l'Équateur. Ok. Ouais. T'es allé dans une tribu? Ouais. Alors, tribu... Ouais... T'as pris de une vraie l'ayahuasca? tribu. J'ai pris de l'ayahuasca. Ouais. Toi aussi? J'ai hésité à te raconter cette anecdote-là, Ok. mais... Bon, ça y est, on a 2 anecdotes. Ouais. Deux sur l'Amérique latine, pas sur l'Australie, mais... L'Australie, ça fait trop longtemps, je me rappelle plus trop, mais... Ah, t'as pris de l'ayahuasca? Ouais. C'est un délire, ce truc, hein. Alors, pour moi, ça n'a pas marché du tout, moi. Hein? Ouais, moi, ça n'a pas marché du tout. Ça a T'as été pas vomi? un fail. Non, j'ai pas réussi à vomir. J'ai passé la pire nuit de ma vie. C'était horrible. Ah ouais, c'est l'enfer. Moi, ça a été une très mauvaise expérience pour moi. Ah, mais moi, plus jamais de ma vie, je fais ça, hein. Ouais. Moi, j'ai Nous, on passé a la nuit la plus froide, la plus anxieuse, la plus horrible de ma vie, quoi. T'as fait ça dans quoi? Dans une tribu aussi? Ouais, on avait rencontré. Ça fait un peu bizarre de dire, on avait rencontré un chaman. Ouais, dans bah, la- de dans toute la façon, rue. c'est tout le monde, hein. Moi, Mais pareil, vraiment hein. au hasard et tout. Et genre, son apprenti, c'était un Français. Après, on a sympathisé avec eux. On est resté plus longtemps à cet endroit-là. Mais c'était en Colombie d'ailleurs. C'était où? À San Agustín, c'était. En Colombie, donc sud-est de la Colombie. Nous, Un on endroit était... pas trop prisé, mais. Nous, on était... Enfin, la tribu, je me souviens, c'était Kokama. Mais et pareil, il y avait un chaman et il y avait un apprenti qui était français. C'est pour ça que je te pose la question. D'accord. Mais bon, si c'était à 10 ans, il a eu le temps de s'en passer des choses. Ouais, mais- je pense, ouais. Le mien s'appelait Tupac de Shaman, ça m'a marqué. Ah, je sais plus. Tupac. Ouais. Ah, je sais plus moi. Alors comment il Tupac, pas pour le rappeur, mais pour le dernier empereur Inca. Du D'accord. Pérou, ouais. Ok. Mais ouais, donc autre anecdote, mais du coup, c'est là Alors, un peu moins ayahuasca- croustillante, mais... Ayahuasca, c'est quoi pour toi et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas. Et comme ça, En fait, moi, je l'ayahuasca, c'est une herbe, enfin, c'est une plante. C'est une racine. Ouais, je crois que c'est même une racine, c'est Ouais. ça, qui a des vertus, on va dire, je sais pas comment ça s'appelle. Thérapeutique. Thérapeutique, mais aussi psychotrope. Voilà, c'est Ouais. plutôt un psychotrope. Donc c'est un peu, on peut voir ça comme une drogue. Hein. Et le but, en fait, en gros, c'est d'aller chercher un peu au plus profond de toi, avec réponse à tes questions. Enfin bref, tout un truc un peu, voilà, un peu spirituel et tout. Alors après, nous, on n'a pas respecté tout le protocole. Hein. On l'a fait un peu à l'arrache aussi. Ouais, Donc bah, c'est tout pour le ça monde. que ça n'a pas marché. J'ai l'impression que tout le monde. Voilà, normalement, il faut pas manger pendant 3 jours, machin, ou manger que des fruits, faire se les vider. Bon, moi, la Pas veille, boire d'alcool pendant quasiment un mois c'est avant, ça. etc. Moi, la veille, je mangeais des steaks et tout, tu vois. Donc bon, voilà, j'ai pas T'as forcément, respecté la procédure post ou pas? Non plus, non. Donc voilà, est-ce que c'est pour ça que ça n'a pas marché? Je sais pas. Après, j'étais dans un état d'esprit pas très très joyeux aussi quand je suis dans l'Amérique du Sud. Ok. J'avais une copine qui m'avait quitté. Ok. Donc j'étais un peu en mode un peu dépressif aussi au début. Donc je suis allé aussi pour aller chercher un peu des réponses là-dessus en pensant que ça allait me soigner de la blessure amoureuse. Puis finalement, ça n'a pas marché du tout. Aucun des deux. Ni la Wescam m'a fait un effet psychotrope intéressant, ni la T'as vu des blessure trucs ou pas? amoureuse, que dalle. Ah ouais? Vraiment Ah, que parce dalle. que moi, j'ai halluciné complet. Hein. Ah ouais. Ah, mais un truc de ouf. Mais j'ai tout halluciné. C'est-à-dire Et qu'on toi, est t'as arrivé. réussi à vomir? Hein? Ah ouais. Ah, je me suis vidé, mais un truc de ouf. Mais partout, hein. Hmm. Enfin, j'ai pas honte à le dire. Ouais, d'en haut et en bas, quoi. Franchement, je te dis la vérité. J'étais. Alors, ceux qui sont en audio, ils vont pas le voir. Mais moi, j'étais allongé sur le côté. Ouais. J'avais la tête comme ça. J'arrivais plus à bouger, hein. J'étais allongé comme ça. Je vomissais. Parce que nous, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que j'avais écouté un podcast avant d'aller en Colombie. Donc, il y a 1 an et demi à peu près. De Loïc Lemeur. Justement, de Mathieu Stéphanie sur, je crois, Génération Do It Yourself. Où il expliquait qu'il fallait faire ce genre de truc. Enfin, en gros, que c'était génial, etc. Qu'il y avait un intérêt à le faire. Moi, j'avais chauffé tous mes potes sans regarder sur Internet. Tu vois, je m'étais dit, bon, bah, il le dit, le mec a l'air sérieux, etc. Ça a l'air cool, on va tester. On arrive dans la tribu. Et là, le chaman, on est resté 4 jours. Et le chaman nous fait des tests un peu. Et il dit, bah, en gros, vous êtes tous malades. Tu sais, on avait tous un truc au ventre, machin. Donc, il dit, pour vous soigner, il faut faire l'ayahuasca. Bon, ça tombait bien, on voulait le faire. Donc, du coup, enfin, on savait pas qu'on voulait faire l'ayahuasca, mais on savait qu'on voulait tester un truc, quoi, tu vois. Et du coup, on va pour le tester. On arrive à 18h là-bas. Donc, il faisait nuit. Et en fait, du coup, moi, j'avais pas vu le lieu où on était. Et en fait, le lendemain, quand je suis revenu sur place,
je reconnaissais rien du tout. Ah ouais. J'avais tout halluciné la veille. J'ai parlé pendant quasiment 2 heures en espagnol à Florent Pagny, enfin, mais trucs de ouf. Parce que j'avais vu un reportage avant sur 7 à 8 où il était parti s'exiler en Argentine. Mon cerveau, il a vrillé. Il a pensé à ça. Et j'ai parlé à Florent Pagny en espagnol, n'importe quoi. Et je suis pas du tout fan de. Enfin, j'aime plus ou moins la musique qu'il fait, mais il y a rien du tout qui me relie à Florent Pagny. A priori, hein. Je sais pas si c'était un signe du destin qui me dit que je vais peut-être avoir le cancer ou j'en sais rien, j'espère pas. Mais tu vois, c'était que des trucs comme ça. Et alors, ça, c'était. Moi, quand je fermais les yeux, j'avais 10 écrans par seconde, genre télé, je sais pas si t'as eu ça, qui défilaient. Et quand j'ouvrais les yeux, je voyais des fils verts, des trucs. À un moment donné, j'ai eu l'impression de partir dans l'espace, genre en mode pouf, tu vois, tu partais, je bougeais entre les planètes. Non, mais j'ai halluciné, mais ouais, t'es allé très complet. loin. Ouais, mais au moins, toi, Mais- ça t'a fait l'effet un peu. Alors, recherche ou pas, je sais pas, mais ça t'a fait quand même quelque chose, quoi. Ah non, mais t'as quand bien- même un truc à raconter. Bien pire que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que nous, Ouais. avant de le faire, on nous a dit, vous inquiétez pas, ça dure 4 heures. Ah bah, pas du tout. Hein. Moi, ouais, ça a toi, duré duré. au moins 8 heures. Ah Au ouais. moins 8 heures. Il y a un moment donné, c'était tellement l'enfer que je me suis dit, si ça dure plus de 2 jours, je me suicide. Ah ouais. Ah mais vraiment, je me suis dit, je ne reste pas dans des conditions comme ça. C'est Ah ouais, impossible. ouais. Alors que j'ai aucune tendance suicidaire, bien au contraire. Mais vraiment, je n'en pouvais plus. J'étais allongé comme ça, je vomissais, et de l'autre côté, je me chiais dessus. Mais vraiment, littéralement, hein, je ne pouvais plus bouger. Ils ont dû me porter pour me ramener. Je fais plus de 100 kilos. Hein. Enfin, pour me ramener, c'était un enfer. Il y avait 50 mètres à faire. Dans ma tête, les toilettes étaient beaucoup 10 trop kilomètres. loin pour que je puisse me déplacer. Hein. Le lendemain, il nous a réveillés à 6h du matin pour aller faire se laver, etc. Machin. Mais j'ai pris une douche qui a duré je sais pas combien de temps avant d'aller me coucher et tout. C'était et surtout, première fois de ma vie où j'ai vomi. Tu sais, à un moment donné, t'arrives à la bile, tu peux plus vomir. Et ben, je savais pas. Mais en fait, tu peux revomir derrière. Ah, tu peux. Genre pendant 1 heure, je me suis allongé, ça allait, ma tête tournait, c'était l'enfer, mais j'attendais que ça passe. Et là, d'un coup, envie de vomir, et je revomis. Mais quand je te dis on vomit, c'est on remplissait les toilettes. Tu sais, Ah ouais. mais c'était. Et mes potes, ils étaient. Moi, j'étais pas le pire. Hein. J'avais un autre pote, il arrivait tellement plus à bouger que il était allongé à plat ventre sur un banc, comme ça. Et ils avaient mis la bouteille d'eau, genre sa main pendait sur le sol. Et la bouteille d'eau était genre à 5 cm de sa main. Et il disait oh. Il arrivait même pas à prendre la bouteille pour prendre de l'eau dans la bouche et tout. Ah non, mais laisse tomber. Mais une défonce de malade. Plus jamais de ma vie je fais ça. Ah ouais, non, on n'a pas eu la même expérience. Moi, c'est pas du tout toi. Ah ouais, non, moi vraiment rien quoi. Enfin rien. À part avoir mal au ventre, me sentir pas bien et avoir froid, c'est les seuls souvenirs que j'ai. Ah ouais. Vraiment et vraiment à pas avoir kiffé, enfin vraiment pas avoir passé un bon moment en fait, tu vois. Et Okay. parce qu'en fait, je me rappelle du froid parce que on était à San Agustin, donc c'est un peu en hauteur, et on dormait dans des tentes, mais tu sais, tentes sans tapis de sol, sans rien. C'est quoi, c'était au Chili, c'est ça? Non, en Colombie. En Colombie, ok. Vers Et il San faisait froid? Agustin. Ah, il y a des montagnes Ouais, peut-être c'était assez haut, alors pas ultra haut, mais quand même assez haut. Donc la nuit, il fait quand même froid, c'est humide. Et moi, je me rappelle, je dormais sans rien, tu vois, j'étais habillé comme ça. Alors Ouais. j'ai quand même un pantalon, tu vois. Mais tu dors à même le sol, donc tu as l'humidité qui remonte. Ouais. Donc j'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie, quoi. Et en plus de ça, du fait que il y avait rien qui venait, aucun effet qu'on m'avait vendu, machin. Enfin bref. Bon, moi, très mauvaise Comme quoi, expérience. c'est marrant. Bah, putain, les gens que j'ai rencontrés qui l'ont fait, ils m'ont dit qu'ils avaient eu un peu les mêmes. Mais nous, c'était quasiment tout le groupe. Hein. Il y en a Ouais. que. Non, parce qu'on était 7 à le faire en même temps, 7 copains à le faire en même temps. En plus, moi, j'étais. Je sais pas si t'as eu ça, mais tu sais, au début de la cérémonie, t'as une personne qui est un peu désignée en chef de cérémonie. Je sais pas si vous avez eu ça. Je sais plus. Ouais, peut-être, oui, il y en avait eu un. Ouais. Nous, on avait ça, et en plus, hasard total, c'est tombé sur moi. Genre, il dit dites droite ou gauche. Moi, je dis gauche. Tous les potes après, ils disent droite. Et du coup, il me dit tu es le chef de la cérémonie, machin et tout. Et du coup, j'avais pris le truc un peu au sérieux et tout. En plus, le goût que ça a, Ouais, c'était c'est un horrible. enfer, Ah, le c'est goût. du pétrole, hein, tu bois du Ah, mais pétrole. c'était quoi. l'enfer. Ah, mais plus jamais de ma vie, je fais ça. Bon, bah, on a nos 2 années. T'en avais une sur l'Australie pour qu'on termine ou Là, ça. Après, c'est loin, ça hein, me 14 vient ans, pas, ouais. ouais, ça fait loin. Ouais, non. T'en as une, mais tu veux Ouais, pas je vais pas la raconter. dire non plus parce que là, pareil, elle est trop hardcore. Bon, on en a une, on va pas demander les deux. C'est bon, J'insiste pas. on arrête là. Ok, ça marche. Bon, alors d'un point de vue business, est-ce que t'as fait des choses là-bas ou est-ce que là, pour l'instant, t'étais plus dans le kiff, la découverte et il n'y avait pas encore de notion business qui apparaissait? Sur l'Australie, vraiment rien. En fait, l'Australie, j'étais parti vraiment dans le principe de je fais une année vraiment de césure, j'apprends l'anglais, je découvre un peu le monde et je reviens, je commence ma carrière. Parce qu'en fait, je m'étais dit, j'avais toujours un peu cette idée de j'ai envie de monter une entreprise, j'ai envie de monter mon truc, mais je dis bon, j'ai fait quand même 5 ans d'études, je vais quand même voir ce que ça donne, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en Australie, j'étais pas du tout dans ce mindset-là. Par contre, en Amérique du Sud, j'avais déjà eu 2 ans, donc je travaillais 2 ans en France
voilà, en tant qu'ingénieur dans le nucléaire, tout ça. Et là, j'ai mis de côté à fond pour justement voyager. Là, pour le coup, en Amérique du Sud, j'ai pas du tout travaillé. J'ai vraiment vécu sur mes économies. Ok. Et là, on avait quand même on peut dire un mini projet entrepreneurial avec mon pote. Combien ça coûte, excuse-moi de te couper, mais pour celles et ceux qui voudraient partir, ça t'a coûté combien en gros? Alors aujourd'hui, c'est plus le C'est plus le même montant. tarif. Après, voilà, on voyageait vraiment en mode pas Route, cher, hein, ok. voilà, vraiment très roots. Hein. On était avec les guitares sur le dos, avec mon pote, on était vraiment voilà, en mode très roots. Ça m'a coûté, sur 9 mois, ça m'a coûté 8 000 €. Ah oui, Près. ah oui, Voilà. c'est pas cher. C'est pas Avec cher. billets d'avion et tout? Alors non, hors billet d'avion. Ok. Hors billet d'avion, sachant que sur les 9 mois, on a fait un mois, on était flat, parce qu'on s'est arrêté à Cusco, pour ceux qui connaissent, à côté du Machu Picchu. Et là, on s'est posé avec mon pote, justement, pour essayer voilà, de gagner de l'argent avec la musique. Et du coup, très belle transition. C'est là où peut-être on peut trouver un peu des prémices à l'entrepreneuriat. En fait, on est parti avec les guitares avec mon pote, et moi, je faisais de la musique, j'étais guitariste et tout. Alors, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, mon pote en faisait depuis longtemps, lui, il composait. Et on avait pour objectif voilà, de jouer un peu dans les bars de Sud pour essayer de se payer le voyage. Alors, on n'a pas du tout réussi à se payer le voyage, mais on a réussi à jouer dans pas mal de bars, et notamment pendant ce mois d'arrêt, parce qu'au bout de, tu vois, quand ça fait 6 mois que tu voyages non-stop, tu bouges tous les 3 jours, on avait envie de se poser. Tous les 3 jours. Ouais, alors ça dépendait des fois une semaine, mais on restait jamais plus d'une semaine au même endroit, donc l'envie de se poser, on s'est posé un mois à Cusco, et là, on s'est dit, tant qu'à faire, on va faire le tour des bars, et là, on a joué tous les soirs dans des bars avec mon pote, donc on a commencé à faire notre répertoire, et là, on commençait à gagner de l'argent, alors ça nous a juste permis de payer notre loyer. De la monnaie locale. Voilà, et même surtout, voilà, juste de ne pas dépenser plus, on va dire, sur le mois. Mais c'est finalement une première petite expérience entrepreneuriale parce que tu montes un groupe de musique, tu démarches. Voilà, Tous les deux, vous avez trouvé quelqu'un? Que tous les deux. Ok. Que tous les deux, on était 2 guitares-voix. Alors, moi, je faisais plus les chœurs que la voix, hein, mais ouais, ça, c'était une première expérience. Et puis, l'expérience est finalement prolongée après parce que quand on est revenu d'Amérique du Sud, du coup, moi, je suis monté à Paris. Enfin, mon pote a rencontré une meuf en Amérique du Sud qui habite à Paris. Moi, je sais pas trop où j'allais. J'ai été muté par ma boîte à Paris et on s'est dit, Ah, t'as récupéré le taf que t'avais quand t'es revenu? C'est ça, j'avais pris une année sabbatique? sabbatique avec mon taf. Ok. Et ils m'ont muté à Paris, parce que ça les arrangeait bien en plus, parce qu'à Paris, il n'y a personne qui voulait y aller, surtout dans le sud. Donc c'était un peu le deal aussi. Et je suis monté à Paris. Comme bienvenue chez les ch'tis, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Donc, je te cache pas que la dépression post-voyage est très dure, surtout quand tu arrives à Paris. Ouais. J'imagine. Et, c'est pas la même vie, hein. Ah, c'est pas la même vie, ouais. Et là, du coup. Tu as pensé à un moment donné à vivre là-bas? En Amérique du Sud? À Australie, Amérique du Sud, ouais, vu que t'aimes bien le voyage. En Australie, j'avais cherché du taf, hein. Clairement, j'avais cherché du taf. J'ai même essayé de faire la 2e année de PVT, que bon, finalement, je vais laisser tomber tout ça. Je pense en Amérique du Sud. PVT, permis vacances-travail, c'est ouais, ça? c'est ça. Okay. C'est ça. Amérique du Sud, j'aurais bien aimé. En fait, c'est con, mais je pense que ça dépendait de rencontres. Si j'avais rencontré une fille avec qui ça va, tu vois, j'aurais pu rester, clairement. Bon, finalement, je l'ai rencontrée en France et puis elle est restée. Aujourd'hui, t'es quasiment 100%, mais t'es même 100% dans le digital. Tu fais probablement tes conseils en visio. Tout à distance, ouais. Est-ce que tu aurais la possibilité, du coup, alors c'est un peu relou avec le fuseau horaire, mais c'est possible. Est-ce que ça fait partie... Bon, après, t'as une famille, etc. C'est différent aujourd'hui, mais ça fait partie des projets peut-être de vivre dans d'autres pays ou... C'est, en fait, notre projet ultime avec ma femme, ce serait de faire 6 mois en France, 6 mois en Colombie. Ah, ok. Parce que c'est cool. Elle est d'où en Colombie? Elle est, alors à la base, elle est de proche de Bogota, d'un petit village qui s'appelle Carica, mais maintenant ses parents ont déménagé à Barranquilla, donc plus au nord, à côte Caraïbe. Et donc elle, forcément, sa famille lui manque et tout machin, donc moi j'aimerais un peu lui rendre le fait qu'elle ait fait l'effort de venir. J'aimerais qu'on fasse moitié-moitié. Donc dans les faits, ce serait faisable. Elle a encore le salarié en France, mais elle développe aussi son activité, ce qui ferait qu'on pourrait le faire. Mais le vrai sujet maintenant, c'est les enfants. Parce qu'avec l'école, c'est compliqué, tu vois. Comment tu fais 6 mois. Tu peux pas faire 6 mois, quoi. Il faudrait faire éventuellement les vacances scolaires là-bas. Mais c'est con parce que c'est l'été ici, tu vois. Enfin, donc on n'a pas encore trouvé de solution. Bon, on a encore le temps parce que c'est pas dans les tuyaux. Parce qu'en plus, c'est même pas changer 6 mois d'école. C'est que c'est même plus la même langue. C'est ça. Après, t'as l'école française, peut-être à Bogota. Ouais, les écoles françaises. Mais après, l'histoire avec le CNED aussi, il faudrait qu'on creuse, tu vois. Mais après, il y a le côté quand même social. Tu vois, on a envie que nos enfants aient quand même des copains, tu vois. On n'a pas envie. Mais alors, tu vois, je pense que. Enfin, moi, par exemple, qui ai énormément déménagé pendant mon enfance, je sais pas si toi, t'as beaucoup déménagé. Non, mais je pense que. Et pour le coup, quand tu déménages énormément, ça te forge une vraie mentalité où tu vas, je crois, prendre des risques. Prendre des risques d'une part et rencontrer des gens. Moi, j'ai aucun problème pour mettre le pied dans la porte, parler à quelqu'un, etc. Parce que de toute façon, de fait, tu vois, tu disais quand t'es dans la confort, quand t'es seul, en fait, changer de collège régulièrement, c'est simplement être toujours avec des nouvelles personnes et personne vient te voir au départ. Hein. Il n'y a que dans les films les films américains où t'arrives et t'es la star du... Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Hein. Ou très rarement. Mais tu vois, donc je pense que c'est une souffrance un peu quand t'es jeune. Parce que moi, ça m'est arrivé de manger, j'ai déjà dit sur un podcast, mais 4-5 mois tout seul à l'école parce que personne voulait manger avec moi. Là, c'est dur.
Sur le moment, c'est très dur. Mais a posteriori, c'est l'une des meilleures leçons. Hmm. Parce que ça t'apprend aussi à être solitaire, ça t'apprend la résilience, ça t'apprend à rencontrer d'autres personnes. Ça te permet aussi de... Enfin, ça te permet d'être plus humble aussi par rapport à toi-même. Peut-être la confiance que tu as dans le confort dans lequel tu es. Bah là, tu repars à zéro à chaque fois. Donc finalement, faire ça, c'est dur, je pense, pour les enfants, mais c'est aussi bien les aider pour la suite. À mon avis. Hein. Ouais, non, En mais tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça fait partie des choses qu'on imagine, mais c'est juste que c'est pas dans les tuyaux tout de suite parce que moi j'ai envie de développer mon activité à fond ici. Ma femme est encore salariée, elle sera à peine de congé mat. Enfin, c'est pas pour tout de suite. C'est plutôt dans 3 à 5 ans qu'on se reposera la question. Quoi. Mais en tout cas, c'est pas impossible que ça puisse C'est pas arriver. impossible et on aimerait. Enfin, moi j'aimerais pouvoir lui offrir ça, tu vois, qu'on puisse faire la part des choses parce qu'aujourd'hui, elle vit en France pour moi, pour les enfants. Et elle est loin de sa famille, tu vois. Donc j'aimerais. Vous y allez quoi, une fois par an, une fois tous les deux ans? On essaye soit ses parents viennent, soit c'est nous qui allons. Donc on est là, en ce moment, on y va tous les 2 ans. Ah oui. Mais du coup, là pour l'instant, on a réussi à ce que ses parents viennent l'autre année. Ouais. Mais c'est quand même, ils n'ont pas le même niveau de vie que nous, forcément. Donc, tu vois, à l'avenir, je pense qu'en plus, y aller nous tous les ans. Quoi. Donc on a un budget billet Colombie, tu vois. Et le problème, c'est que au début, on était deux. Paris-Bogota, ça se fait bien. Ouais, faut passer par Madrid quand même. Mais, oui, c'est vrai. Ouais, c'est plus simple. Mais le lounge à Madrid, je sais pas si tu es déjà allé, il est très bien. Alors non, on n'y est pas allé. Je te conseille d'aller au lounge de Madrid, il est incroyable. Alors, le problème, c'est que c'est un budget maintenant. Quand t'es 2, ça va. Après, t'es 3, maintenant on est 4. Donc, ouais, c'est. Après, je sais pas combien c'est pour les enfants, mais c'est 50 € par personne. Et t'as un resto. Si t'as une escale de genre 4 heures, t'as un resto, tu peux prendre une douche et alcool est illimité. Donc 50 €, ça vaut le coup. C'est un bon resto, quoi. Mais. Après pour 4 c'est vrai que ça fait tout de suite 200 balles. mais non franchement le lounge à Madrid moi j'ai trop kiffé. Un des meilleurs lounges que j'ai fait. Mais c'est vrai que t'avais raison, on avait fait Paris-Madrid l'année dernière et Madrid-Bogota. Ouais, c'est ce qu'on fait aussi. Enfin non pas Paris mais Marseille-Madrid. Et alors je sais plus ce que je te racontais sur... Non, tu disais pas le même niveau de vie et que du coup vous alliez y aller plus souvent tous les 2 ans mais que du coup c'était... Ok, ça marche. Bon du coup tu lances cette guitare, ce groupe de guitare, oui, voilà, vous commencez à gagner de l'argent, tu reviens en France, qu'est-ce que tu fais? Ou alors est-ce que tu développes d'autres activités Là, donc du coup, on revient en France, on est en 2015, avec mon pote, on monte le groupe, donc là on monte un vrai groupe, on recrute un percussionniste, on recrute un harmoniciste, saxophoniste, donc là on tourne pas mal dans les bars à Paris, on a fait 2 albums, bref. On a bien tourné, on a eu une très bonne expérience musicale, mais finalement c'était déjà de l'entrepreneuriat parce que on se faisait des réunions, on avait tous des tâches. Il y en avait un qui devait gérer les réseaux sociaux, l'autre qui devait gérer la programmation, l'autre qui devait gérer toute la partie packaging, je sais pas, les visuels, tout. En fait, on était déjà dans l'entrepreneuriat. Et finalement, c'est déjà moi un peu qui drivait et tout parce que mes potes, ils étaient tous un peu à l'arrache et moi, j'étais un peu le seul qui était un peu carré et cartésien. Donc moi, je pilotais, j'étais déjà un peu le chef du projet du truc. Donc finalement, je faisais déjà l'entrepreneuriat avec le groupe. Et après, tout s'est un peu confondu, mais 2017, là, je commence à découvrir l'investissement. J'ai investi dans mon premier bien immobilier en 2017. Okay. Je découvre aussi la bourse, les cryptos, un peu tout en même temps. Donc, je fais partie des premiers... T'achètes quoi en 2017 ? Bitcoin, Ethereum en crypto. Ouais, en Nimo. Ouais. Nimo, mon premier studio, donc à Marseille. Okay. Donc ça, pas une super idée parce que j'habite à Paris, donc c'est pas très très pratique pour sauter sur la bonne affaire. Mais voilà, premier appart à Marseille, j'investis en bourse, en crypto. Donc, je découvre vraiment l'investissement, je me passionne pour le sujet. Mais ma priorité, mon focus était sur le groupe de musique. Clairement, on avait vraiment l'objectif que ça marche, quoi. T'avais quand même une activité professionnelle à côté? Ouais, j'étais salarié. Ouais. Non, j'étais salarié à temps plein, ingénieur, voilà, nucléaire. Après, je passais dans le ferroviaire. Mais voilà, je faisais mon du lundi au vendredi. Et puis le soir, du coup, c'était soit répète, soit concert. Donc, j'ai déjà un peu un deuxième métier avec la musique. T'es rémunérateur ou pas du tout ? Pas du tout. Alors, que dalle, quoi. Enfin, ça nous permettait, voilà, ce qu'on gagnait, on le réinvestissait dans Après, les trucs, tu peux avoir des cachets, je crois. Il faut faire quoi ? Enfin, je veux dire une connerie, 80, 100 cachets par an. Non, c'est c'est 42 cachets pour avoir le statut d'intermittent. Mais nous, on en était assez loin. Et puis, on était souvent payé au black en plus. Et puis, on était payé vraiment une misère, quoi. Quand on était payé, tu vois. Ah ouais ? Ouais, donc c'était vraiment pas... Pourtant, avoir un groupe de musique dans une soirée, dans un bar, ça rapporte du business, non ? Le problème, c'est que tu as tellement de petits groupes comme nous qui tournent à Paris que, en fait, ça nous est arrivé plein de fois de jouer dans un bar vide. Hein. Ça nous est arrivé plein de fois. Ah ouais ? Et ça, c'est terrible. Hein. Quand tu dis bar vide, c'est-à-dire vraiment vide ? Ah ouais, tu joues et tu as deux clampins qui t'écoutent pas, quoi. Et ça, c'est très très dur. Hein. Alors, c'est pas arrivé beaucoup de fois, mais c'est arrivé. Il faut parler des réussites, mais il faut parler des échecs aussi. Tu vois. Donc, on a bien sûr, on a fait des super scènes. Et là, tu joues 2 heures et tu as 2 personnes. Allez, c'est ça. Et tu fais une répète, en fait. Hein. Tu fais une répète. Hein. Clairement, tu es en mode répète. Hein. Après, du coup, on se marrait, on se buvait des bières, on se marrait, tu vois. Mais psychologiquement, c'est quand même dur. Après, on n'a pas fait que ça. On a fait quand même des scènes avec du monde. Hein, attention. Ouais.
Mais ouais, je dirais que c'est ma première expérience entrepreneuriale finalement. Alors, pas d'investisseur. Alors, pardon de te couper, mais du coup, si tu as fait de la musique, est-ce qu'on peut t'écouter aujourd'hui si on va sur Spotify? Alors, tu peux, hein, ça s'appelle Buscavida, hein, pour ceux qui veulent le checker. Comment tu dis? Buscavida, Buskavida. Ok. Donc voilà, moi j'étais le guitariste et on était 4. Et bon voilà, c'est un mix de reggae, pop, hip-hop. C'était un peu une fusion. Donc après, hein, je sais pas si ça plaira, mais ouais. Tu joues encore aujourd'hui? Alors beaucoup moins, Ok. beaucoup moins. Je joue un petit peu pour ma fille le soir, mais je gratouille quoi. Hein, Ok. Ce groupe-là n'existe plus aujourd'hui? Ouais, non, il n'existe plus. Et il n'existe plus et ça concordait avec ma nouvelle activité en fait. Donc, on fait le deuxième album en 2019 et moi dans ma thèse c'était un peu en gros, si là ça marche pas, enfin si là il y a pas un truc qui se passe, moi je passe à autre chose en fait. Parce que j'avais d'autres projets en tête, j'avais notamment envie de lancer un business en ligne, on avait un projet d'enfant aussi avec ma femme et tout. Et tout qui est arrivé d'un coup. Il y a eu le Covid, ma femme enceinte. Et moi qui commençais à créer un peu du contenu sur la gestion de budget. À la base, c'était pas de l'investissement, ça s'appelait Mon Budget Zen. C'était sur la gestion de budget. Il y a un peu ces 3 trucs qui se passent. Donc là, je quitte le groupe, on déménage à Avignon. Et là, je lance à fond Mon Budget Zen à l'époque. Donc le podcast, hein, qui s'appelait, je l'ai lancé en septembre 2020. Et je lance le podcast, je suis à fond, donc je suis encore salarié. Hein. Je fais les deux en parallèle, donc c'était chaud, avec un enfant qui venait de naître. Et voilà, et ça démarre là en fait. Le shift, il a été fait là. Ma vraie première expérience entrepreneuriale. Mais finalement, c'était un peu la continuité parce que, tu vois, en te parlant, je me rends compte que mon groupe de musique, c'était ma vraie première expérience entrepreneuriale, en fait, tu vois. Alors, sans chiffre d'affaires, sans employé, machin, mais j'avais déjà des tâches liées à ça, quoi. Et après, ça a vraiment commencé en 2020, quand j'ai lancé ça. Ok. Donc là, et donc, comment ça s'est fait progressivement? Parce que tu me disais tout à l'heure, tu as été salarié jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Ouais. Ça a tout de suite marché, ça a pris du temps. Ouais, ça a pris du temps. Je lance le podcast en septembre 2020. J'ai pu diffuser à l'époque un épisode toutes les 2 semaines. Donc il y a quasiment 4 ans. Ouais, septembre 2020, quasiment 4 ans. Donc ça, au début, ça marchait pas trop, évidemment. Et puis voilà, au début, ma stratégie aussi, c'était beaucoup sur les articles de blog. Donc j'étais très bien référencé sur la gestion de budget. Ça commence un peu à décoller. Je commence à me faire des mois entre 500 et 1000 euros par mois. Ok. En parallèle donc en vendant des formations ou en vendant de la formation et du coaching personnalisé sur la gestion de budget. Et là je me dis bon ok, je commence à générer de l'argent, c'est pas énorme, c'est pas vivre, mais il y a un truc à faire, mais j'avais pas le temps en fait. Vu que je faisais ça le soir et le week-end, je me dis non, en fait si je veux tenter, il faut que je démissionne. J'ai pu avoir le processus d'émission reconversion qui m'a permis de toucher le chômage pendant 2 ans, donc qui m'a permis d'être un peu plus confort, surtout avec un enfant en bas âge et tout ça. Donc ça m'a c'est le vrai c'est un vrai confort. Malheureusement j'ai pas pu en bénéficier, mais c'est le vrai plus. Il y a plein de points positifs, mais je trouve que c'est un vrai plus aujourd'hui en France qu'on l'accepte finalement, parce qu'on le sait, il y a plein de gens qui sont au chômage, qui lancent leur entreprise, et c'est quand même une période de transition qui est non négligeable, d'avoir quasiment 2 ans financés par l'État, où tu peux développer ton activité professionnelle et essayer de lancer ton entreprise. C'est une loi super récente hein, qui date de 2018, je crois. Enfin, D'accord, c'est vraiment une loi super récente. Parce que normalement, en démission, tu n'as pas le droit. En fait. Alors, c'est pas en claquant des doigts. Il ne faut pas démissionner comme ça. Il faut avoir au moins 50 CDI sans arrêt. D'accord. Et présenter ton projet, que ce soit considéré comme réel et sérieux par l'APEC. Enfin, tu passes dans une commission et tout. Hein, c'est pas simple non plus. Mais voilà, Après, tu peux aussi démissionner ou quitter ton taf ou te faire licencier. Avoir une rupture co, quoi. C'est la rupture conventionnelle. Ça. Mais moi, en fait, ça faisait qu'1 an que je venais de rentrer dans ma boîte, donc la rupture co n'était pas envisageable. C'était ma seule solution. Et clairement, si j'avais pas eu le chômage, j'aurais pas eu les reins assez solides ou le cran pour le faire, quoi. Ouais. Et donc, honnêtement, moi au départ, après c'était différent. T'as moins de charges, c'est une vie différente quand même vu que j'ai pas d'enfants, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas facile. Je trouve que le plus difficile psychologiquement, c'est bon, après maintenant j'ai que ça, mais c'est non, tu me diras, maintenant mes revenus sont quand même assez lissés, mais c'est les revenus en dents de scie. Ouais. C'est vraiment extrêmement dur psychologiquement de toucher beaucoup un mois, moins un autre, etc. Et puis d'avoir aucune visibilité, d'être un peu en stress et tout, c'est vrai que c'est clairement pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette situation-là, normalement, si l'activité se développe bien, après ça se lisse un peu quand même dans le temps, et c'est quand même nettement plus agréable. Moi, j'avais entendu dire un truc qui s'est vérifié sur moi complètement. Mais moi, l'activité, j'ai entendu dire que c'est au bout de 3 ans que ça décolle. Et moi, c'est clairement mon cas. Moi, en fait, si je te fais le résumé, donc j'ai démarré à peu près pendant le Covid, début 2020. Je quitte mon taf en janvier 2022. Donc en gros, là, je joue ma micro-entreprise je commence en micro-entreprise en début 2022. 1 an et demi après, en mi-2023, je change tout, je change le nom, le branding, la niche, je passe de la gestion de budget à l'investissement, parce que j'ai vu passer mes habilitations entre-temps et tout, je change le branding aussi, je passe en SASU aussi, je passe en société.
Et c'est que depuis novembre-décembre 2023, donc c'est pas longtemps, hein, là tu vois, on est en juillet 2024, donc c'est que 6-7 mois que je commence à faire des chiffres d'affaires qui me permettent de me dire ok, ça marche et je vais pouvoir me payer. Avant novembre 2023, mes chiffres d'affaires, ils étaient entre 1000 et 3000, tu vois. Si tu comptes les charges, les machins, il y a un vrai gap depuis novembre-décembre 2023. Et donc si tu pars du principe que j'ai démarré vers 2020, bah, en réalité, 3 ans. Ah, donc jusqu'à fin de l'année dernière, tu savais pas encore si tu allais jusqu'à fin de l'année dernière, moi, si ça n'avait pas décollé sur les derniers mois, il y a eu des chances qu'à la fin de mon chômage, peut-être que je tente encore quelques mois, mais que je retombe dans le salariat, quoi. C'était pas impossible. Hein. Et là, du coup, aujourd'hui, ça va. J'ai on va dire, les reins suffisamment solides. J'ai une sérénité qui me permet de me dire, ok, à partir de là, d'ici 2-3 mois, j'ai plus le chômage, je vais pouvoir me payer sereinement pendant au moins 2 ans, je pense. Après, ça va bien sûr dépendre de comment évolue l'activité. Et quand tu dis 2 ans, c'est déjà sur la trésorerie que tu as accumulée, c'est sans compter toute l'activité que tu vas continuer de développer. C'est ça, donc après, ça va dépendre bien sûr des investissements que je fais, de tout un tas de trucs. Hein. Mais voilà. Et j'avais entendu ce chiffre-là il faut 3 ans pour que l'activité démarre. Ah, c'est marrant, je connaissais pas du tout. Et ouais, j'avais vraiment entendu ça, et moi, ça s'est vraiment vérifié. Vraiment, j'ai trimé pendant 3 ans, et là, au bout de 3 ans, je commence à sentir que oui, en fait, ça peut marcher, quoi. Il y a un truc qui se passe. Tu sors la tête de l'eau. Ouais, ça, je sors la tête de l'eau, et surtout, je commence à avoir des sommes à 5 chiffres, tu vois, sur un chiffre d'affaires. Ce qui paraissait impossible, en fait, il y a encore 6 mois, quoi. C'est bien ce que tu dis, parce que souvent, on a l'impression, la manière dont c'est vendu, moi le premier d'ailleurs, hein, peut-être que des fois, la manière dont je l'explique, etc., ça semble simple, mais la réalité, c'est celle-là, hein, c'est que en fait, c'est hyper dur. Et finalement, quand tu dis 3 ans, c'est même plus, parce qu'en réalité, entre le premier jour où tu as commencé à t'y intéresser, c'est-à-dire 2017-2018, tu l'as dit tout à l'heure, et finalement aujourd'hui, il s'est passé presque 6 ans. Et là, pour le coup, on a un scénario un peu similaire, puisque moi, c'est pareil, j'ai acheté mon premier bien en 2018. J'ai commencé à regarder en 2017, le temps entre le regarder et le premier achat, acte authentique. Et en fait, aujourd'hui, ça fait 6 ans. Et c'est vrai que maintenant, ça tourne bien, mais c'est parce qu'il y a eu des rencontres, il y a eu des choses qui ont fait que... Et ça n'a pas toujours été aussi facile, hein. Et c'est vrai que tu gardes toujours le sourire sur les réseaux sociaux, etc. C'est toujours positif parce que ça... Alors, soit tu as une communication où vraiment tu montres que le bon. Alors, soit tu montres que le bon, soit tu montres que le mauvais. Mais l'entre-deux, je trouve qu'il est assez délicat. Parce que dire qu'à la fois tu as passé un bon mois, je pense que pour quelqu'un de classique, de dire que tu as passé un bon mois et ensuite un mauvais mois, c'est compliqué. Et encore plus, malheureusement, dans nos métiers. Parce que quelqu'un qui fait... Dans l'esprit collectif, quand tu fais de l'investissement, tu réussis et tu gagnes de l'argent. Et donc, du coup, si toi-même, tu n'arrives pas à gagner de l'argent, comment vas-tu faire gagner les clients potentiels, les investisseurs, etc., qui veulent se positionner avec toi? Et je pense que c'est ça qui rend aussi particulièrement difficile notre activité. Donc, merci de le partager en transparence comme ça, en disant que pendant un temps long, ça a été difficile et que finalement, c'est pas si récent que ça devienne relativement confortable, j'en sais rien, mais en tout cas, que ça te permet d'avoir une forme de sérénité pour la suite. Complètement, ouais. Après, il y a toujours ce truc du syndrome du survivant, où tu vois toujours ceux qui ont cartonné. Moi, j'en connais, hein. Moi, des gens qui sont passés sur le podcast, ils ont fait pareil que moi, ils ont commencé 3 ans après, ils font déjà le double de mon chiffre d'affaires en 6 mois, tu vois. Ça existe, il y en a qui le font. Mais en réalité, c'est une infime proportion, tu vois. Et il y en a plein d'autres que je rencontre, notamment dans des séminaires. Et tu te rends compte qu'en fait, je suis pas si mal, quoi. Parce que je vois qu'il y en a qui sont là depuis plus longtemps que moi et qui au final, s'en sortent moins bien que moi. Et je me dis finalement, sur les réseaux, tu vois aussi ceux qui réussissent et tu vois pas le nombre qui se sont plantés ou qui galèrent. Et la réalité, comme tu dis, elle est autre que ce qu'on peut voir sur les réseaux, quoi. D'ailleurs, du coup, ça me permet d'enchaîner sur une des questions justement préparées, habituelles, parce qu'on arrive sur ce que tu fais aujourd'hui finalement. C'est quoi ton non-fair advantage? Est-ce que tu l'as identifié? Et est-ce que tu appuies dessus aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu es meilleur que les autres et finalement que tu as réussi peut-être à passer ce gap aussi récemment, selon toi? Alors, tu vois, j'ai pas préparé cette question, mais je vais te dire ce qui me vient à l'esprit. Je dirais que mon non-fair advantage, c'est un trait de ma personnalité. Il y a plusieurs traits de ma personnalité, je pense, qui me rendent avec cet avantage injuste. Je pense que la curiosité. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et surtout, je suis quelqu'un d'extrêmement passionné par un sujet. En fait, je sais pas si tu connais le syndrome Asperger. Si. Autiste Asperger. Ouais, autiste Asperger. Ouais, tu m'en avais parlé la dernière fois, je crois. Oui, c'est ça, on en avait discuté. Et je soupçonne que j'ai des petits traits de ça. Parce que tu sais, un des symptômes de l'autiste Asperger, c'est il a un intérêt restreint mais intense. Donc s'il s'intéresse à quelque chose, il y va à fond et ça devient un expert du sujet. Et moi, toute ma vie, j'ai toujours eu des périodes où j'ai eu des intérêts restreints et je me suis mis à fond. L'exemple le plus criant avant le business et les finances, c'était la musique. J'ai découvert la guitare à 21 ans.
à 24 ans, je faisais mes premiers concerts. Alors que je partais de zéro, aucune éducation musicale, je savais pas lire une partition, machin. Mais j'étais tellement à fond, tous les jours, je jouais 2 heures de guitare parce que j'étais ultra passionné. Alors je reste toujours passionné de musique, mais voilà, je suis parti de rien et j'étais tellement obsédé par ça que je suis devenu. Le voyage, indirectement, t'es quand même parti 2 fois quasiment un an, Ouais. c'est pas anodin avant 25 ans. Il y a ça aussi. Alors après, j'ai un peu plus de mal à le remettre dans le contexte parce que je vois. Enfin, il y a moins ce côté passion et devenir expert d'un truc avec le voyage, mais. Ouais. Mais non, mais en tout cas, t'as fait l'Australie, t'es parti 1 an, il y en a plein qui reviennent et ensuite qui partent plus jamais vraiment. Toi, t'es reparti 1 an après en Amérique latine et là, t'as la volonté de. Après, c'est peut-être une vision plus long terme, mais tu m'en avais parlé. Enfin, moi, en tout cas, quand je l'entends, l'habitude de discuter avec tout un tas de personnes, c'est assez rare que les gens enchaînent 2 gros voyages comme ça. Ouais. Peut-être que je côtoie pas les bonnes personnes. En tout cas, ouais, après, c'est on va dire le timing qui s'y prêtait, Ouais. mon état d'esprit à l'époque. La guitare, le business. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, pour revenir à mon autre faire je pense que ce côté vraiment être obsédé par. Quand je suis passionné par un truc, j'y vais à fond. Mais j'ai eu le même truc avec la liberté financière. Quand j'ai découvert ça, du coup, en 2016-2017, j'ai mangé, bouffé, chié ça toute la journée. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'en 2 ans, en parlant avec les gens de mon entourage qui, eux, n'en avaient rien à faire, je me suis rendu compte que j'en savais plus que 80% des gens. Et c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je me lance sur le sujet. Alors à la base, sur la gestion de budget, parce que je me sentais pas trop légitime à parler d'invest. Mais de fil en aiguille, la gestion de budget invest, c'est quand même assez lié. Je suis parti sur l'invest. Et je me suis rendu compte, en fait, que en creusant tous les sujets comme je les ai creusés, je suis capable d'apporter moi ma pierre à l'édifice sur le sujet et de former des gens, d'expliquer simplement aux gens les choses pour qu'eux-mêmes ils puissent profiter de leurs invests, quoi. Et vu qu'il y a un cycle sur tous ces sujets-là, tu disais la guitare t'as arrêté, etc. Est-ce que, parce que maintenant ça fonctionne, tu penses que là tu repars sur un second cycle ou est-ce que tu t'épuises au bout d'un moment? C'est une très bonne question que je me pose parce que vu que j'ai identifié un peu ce truc-là, que quand je suis à fond sur un truc machin, mais vu que tu vois avec la guitare, du coup, au bout de 10 ans, on va dire la flamme un peu redescendue, j'exclus pas du tout que la flamme redescende sur la finance. Aujourd'hui, elle est toujours. Je suis toujours passionné par le truc. Je passe mon temps à lire des articles, à me former, à être à fond dans le truc. Et même, je prends toujours du plaisir à créer du contenu là-dessus parce que ça m'intéresse, parce que l'univers est ultra large. Mais j'exclus pas du tout que dans 3-4 ans, si on se recroise, je te dis, non, moi aujourd'hui, ma passion, c'est les échecs. Et je suis un fanat d'échecs, tu vois. Ou un autre sujet, quoi. Après, il y a l'aspect rémunérateur aussi qui est pas anodin. Il y a ça aussi, et puis il y a aussi ce côté liberté financière que je vise, qui je pense que dans tous les cas, je serai toujours confronté à gérer mon patrimoine, parce que un patrimoine, ça se gère toute sa vie, donc je pense pas que je pourrais pas tirer une croix dessus, parce que ça fait partie finalement de notre vie, tu vois, de gérer un patrimoine. Mais après, est-ce que mon intérêt va rebaisser, j'arrêterai la création de contenu? C'est possible, clairement. Mais c'est pas prévu, tout de suite. On a donc eu cette période de quasiment 3 ans qui a été... compliqué, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qui était où il fallait avoir une forme de résilience à minima, qui a été poussé aussi finalement. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à quitter ton taf parce que si ça fonctionnait à ce moment-là correctement, mais sans être suffisant pour en vivre, il y avait quand même une sorte de saut dans le vide. Ah, complètement. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à passer le... En fait, il y a eu un alignement des planètes assez extraordinaire, qui est que il y a eu le Covid, il y a eu la naissance de mon enfant, le fait que le groupe, j'en avais marre, et donc du coup, je voulais quitter Paris. En fait, ça fait un moment que... Donc le groupe de musique. Le groupe de musique, ouais. Ce qui nous retenait à Paris avec ma femme, c'était le groupe de musique, clairement. Parce que... Donc tu as vécu quelques années à Paris, 5 finalement. ans. 5 ans. Okay. En gros, de 2015, depuis le début depuis le retour d'Amérique du Sud, jusqu'à 2021, alors 6 ans en fait, jusqu'à 2021, notre départ pour Avignon. Janvier 2021, c'est ça? Ouais, plutôt avril ou mai 2021, okay. Ouais. Et en fait, c'était un alignement des planètes parce que du coup, avec le Covid, avec le groupe, on se voyait moins, ça commençait... et puis même moi, ça faisait un petit moment que j'en avais aussi un peu marre. Donc on se voyait moins, on faisait plus de répètes, donc il n'y avait plus trop de projets avec le groupe. Moi, je lançais mon activité en parallèle, ce qui me permettrait du coup d'être libre géographiquement, donc de pouvoir quitter Paris. Et la naissance du petit, et nous de la petite, pardon. Et on vivait dans 40 mètres carrés, tu vois. Donc ça commençait en banlieue parisienne, en plus dans un quartier vraiment pas top. Et il y a eu le premier confinement, ok, deuxième, et je me rappelle le troisième confinement. On a pété un câble avec ma femme, on se dit on se barre, on cherche même pas à réfléchir, on se barre. Et j'étais encore salarié, j'ai juste dit à mon chef, écoute, moi je me barre. Ah ouais? Ouais, je lui dis je descends à Avignon, je viendrai faire des allers-retours quand il faut, mais il y a déjà pas mal de télétravail. Il m'a dit ouais, il faut que tu viennes 2 jours par semaine. Je dis ok, on se démerdera, moi je fais 2 jours à Paris, ma femme fait 2 jours à Paris, et on s'arrange pour la petite, pour la crèche. Et on s'est arrangé comme ça, on a fait ça pendant 6 mois. Ah, 6 mois quand même? Ouais, pendant 6 mois. Et bien sûr, en parallèle, j'ai développé l'activité. et puis voilà, et quand j'ai commencé à voir que du coup, je te disais, je faisais à peu près entre 500 et 1000 balles. Des fois, ça montait à 1000, 2000 quand même. Et surtout que mon process de démission reconversion avait été accepté. J'ai dit go, je me barre.
Et du coup, ça me permettrait d'en libérer un de Paris. Donc, c'est-à-dire que moi, je pouvais plus gérer la petite au moins pour amener à la crèche, tout ça. Et, Parce que ta femme travaille toujours 2 jours à Paris Ouais. par semaine. c'est ça. D'accord. Et voilà. Avignon-Paris, ça se fait bien? C'est 2h40. Ok. Donc, ouais, Ah oui, c'est bien relié en train. C'est bien relié. L'objectif, c'est qu'en général, elle part le mercredi matin, elle dort sur Paris, elle revient le jeudi soir. Tu vois. Ok. C'est un peu ça le deal. Et voilà, et donc du coup, c'est un alignement des planètes parce que Covid, donc plus confinement, plus le groupe musique finalement qui marchait plus, qui ne retenait plus à Paris, plus mon activité qui commence à se lancer, donc qui permettait d'en libérer géographiquement un des deux, plus le fait qu'on ait besoin d'espace avec la petite, on s'est dit allez, on se barre. Et ça a super bien marché, ça fait bientôt 4 ans, enfin 3 ans maintenant qu'on est dans le sud, en location. Là, Et maintenant, pas on va de acheter notre regret. maison. C'est la meilleure décision de notre vie, hein. Vraiment. Ah ouais? Ouais. Moi, pour Paris, j'y remonte. Là, tu reviendrais plus là? Ah non, plus jamais de ma vie. Vraiment, j'y remonte parce que finalement, maintenant, j'y retourne pour le travail. C'est d'ailleurs un peu contre-intuitif, mais j'y vais le moins possible, quoi. T'avais un rendez-vous demain, je crois, non? Non, on va voir les JO. Ah oui, c'est les JO, pardon. C'est pour ça qu'on vient en fait, pour les JO. Ok. Mais exact, tu m'avais dit. Ouais. en réalité, je fais jamais d'aller-retour que pour un podcast, ou quand j'en fais, j'essaie de les cumuler. Je fais 3-4 enregistrements, mais en réalité, j'essaie de les faire tous à distance parce que moi, monter à Paris, j'essaie de l'éviter au maximum. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait ça dépend de l'intérêt. Moi justement je suis venu à Paris aussi pour cette raison de podcast, pas uniquement mais en partie parce que c'est beaucoup plus facile de recevoir du monde. Et je trouve qu'il y a quand même autre chose qui se passe quand tu reçois quelqu'un pour un podcast physiquement qu'en visio. Ah oui, ça, c'est clair. Ça je peux pas nier, c'est complètement vrai. Tu vois, là on a mangé ensemble avant, ça crée un... Tu crées du lien, ouais. Alors ça prend du temps, parce que Ouais. du coup moi c'est quasiment une demi-journée à chaque fois. Soit le matin, soit l'après-midi. Toi en l'occurrence c'était l'après-midi parce que t'es arrivé en fin de matinée sur Paris. Mais assez souvent je fais podcast et ensuite je déjeune parce que c'est mieux aussi, ça évite de trop discuter pendant le déjeuner et d'avoir trop de réponses. Ouais. Mais je trouve, vu que nous notre intérêt c'est d'essayer de faire justement du contact et de développer ce réseau-là, le podcast est quand même une énorme solution pour rencontrer tout le monde et passer un bon moment, quoi. C'est clair. Et je reconnais que le fait d'être à Avignon ne m'avantage pas là-dessus, c'est clair. Et le fait que moi je suis aussi réticent à monter à Paris, je sais très bien que ça ne m'avantage pas. Et j'en suis conscient. Mais en même temps, après, c'est un choix, un choix de vie, une balance. C'est un choix de vie que j'assume complètement. J'assume complètement que ça me ferme peut-être certaines portes. Ouais, c'est ça. Je le sais, je suis conscient et je l'accepte. Voilà. Et je m'en fous. Parce que moi aujourd'hui, si j'ai souhaité devenir infopreneur, c'est pour ma liberté géographique, tu vois. C'est pas pour devoir me sentir obligé de monter à Paris. Finalement, tu le fais en conscience. Tu sais que tu pourrais faire un business peut-être plus différent lucratif, en étant en Paris, complètement. mais tu préfères avoir une vie plus agréable ou différente en tout cas en étant à Avignon. Et on peut même faire le rapprochement avec l'investissement et la liberté financière. Aujourd'hui, tu vois, tous les codes pour être libre financièrement rapidement, je les connais, je sais ce que c'est. Ouais. Je le sais, mais je l'applique pas. Ouais. Concrètement, mais tu le sais, si vraiment tu veux être libre financièrement rapidement, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être salarié en CDI et avec un bon salaire. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde, bien sûr, hein, mais moi, avec mon salaire, je pouvais rester en salarié en CDI, emprunter comme import et faire de l'immobilier locatif, et passer tes soirées, tes week-ends à gérer machin et tout. Et là, tu vas vite. C'est pas dit que tu veux que tout le monde réussisse, mais c'est un peu ça, on va dire, la formule je suis d'accord. la plus rapide. Je le sais que c'est ça. Ouais. Mais aujourd'hui, pourquoi je le fais pas ? Parce que j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'ai une famille avec 2 enfants et j'ai pas envie de passer tous mes week-ends à faire des travaux, à gérer des artisans parce que mes enfants, ils sont petits. Je préfère être financièrement dans 5 ans ou dans 10 ans plutôt que dans 2 ans. Mais je profite de l'instant présent et de mes enfants. C'est reculer pour mieux sauter. Et c'est ça. Parce que la scalabilité de ta boîte, si elle continue de se développer, tu pourras aussi lever de la dette de manière relativement importante et même beaucoup plus importante ensuite. Et il y a ça, ça aussi. Ouais. Donc finalement, c'est pas... moi, le choix, je le comprends largement. On n'a pas le même âge non plus, pas la même situation personnelle. Et probablement que j'aurais pu faire alors un choix un peu différent, parce que moi je suis breton, donc ça aurait été plus de retourner en Bretagne. Mais sur le principe, l'idée c'est la même. Aujourd'hui, pour moi, c'est facile d'être ici. J'ai tous mes meilleurs copains qui habitent à Paris, ou même à Paris, tout court. Il y en a quelques-uns qui sont en région, mais la plupart sont sur Paris. On est en coloc ensemble, c'est volontaire. Parce que moi, j'aime bien avoir du contact. Là, tu vois, j'étais avec mon pote avant de venir. On regardait les JO. On s'est posé, on regardait les JO. Franchement, c'est trop bien. Bah, c'est clair. Et moi, ce que j'ai fait quand j'étais à Paris, j'étais en coloc aussi. Quand t'es avec tes meilleurs potes, c'est incroyable. Là, on va au Brésil lundi. J'adore dire ça aux gens, j'adore dire je prends le métro pour aller au Brésil. Parce que on prend la ligne 6, on va jusqu'à Bercy, et après Bercy maintenant tu sais il y a une ligne qui a ouvert, la ligne 14, tu prends la 14 jusqu'à Orly, c'est incroyable. C'est clair, et en plus là on a un direct jusqu'à Sao Paulo, tu vois, enfin c'est royal au bar quoi. C'est Paris c'est ça quoi.
Je voulais aller à Nice, je suis allé à Orly, tu fais Orly-Nice en avion, tu peux le faire en train aussi, tu vois, j'étais à Perpignan ce week-end, enfin tu te poses pas de questions. Là je vais à Bordeaux le week-end prochain, quand t'habites à Vannes, bon bah t'es obligé de passer par Paris à chaque fois. Et oui, en plus, ça t'est assez. Et ça te rajoute 2h30 minimum de train, voire 3 heures, le temps de venir en voiture à la gare, etc. Des gares et tout, ouais. C'est pas du tout la même. C'est une vie qui est différente. Par contre, Paris, c'est une vie qui est intense, qui est fatigante. Je sens que la courbe de scalabilité est beaucoup plus forte, je progresse beaucoup plus vite. Mais par contre, il faut l'encaisser, quoi. J'ai l'impression d'être un peu dans un avion de chasse où Tu prends des jets. tu prends des jets, quoi. Non, mais vraiment, parce que Ouais. quand tu viens de région, la vie, elle est. Ouais, c'est trop différent. Souvent, on voit la télé. Moi, je trouvais ça hyper méprisant et condescendant en disant il y a Paris et le reste de la France. Malheureusement, c'est un peu la vérité. J'ai habité à Vannes et à Nantes, entre Vannes, Nantes et Paris. Vannes, Nantes, niveau business, c'est peut-être un écart x2. Tu fais 2 fois plus de business à Nantes qu'à Vannes. Entre Nantes et Paris, t'es x20, sans problème. Il n'y a pas d'équivalent. Enfin, en tout cas, pas que j'ai vu. Même si aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de choses en distance. Ça dépend de l'activité que tu as, mais quand le réseau, comme pour nous, enfin pour moi en l'occurrence en immobilier, mais même pour toi aussi dans l'aspect finance, est important, je trouve que ça joue. Mais c'est vrai que je sais que par exemple, que si j'étais là pour avoir des partenaires, des sponsors, ce serait beaucoup plus simple si j'étais à Paris parce que bah voilà, je sais, tous les sponsors, enfin tous mes sponsors, généralement, c'est des fintech, tu vois, et elles sont là en fait. Et moi, quand je monte à Paris, je vais souvent aller boire des cafés un peu avec tous, justement pour créer du lien. Mais si j'étais sur Paris, évidemment, ce serait plus simple. Donc oui, je répète ce que tu as dit, mais habiter à Paris me permettrait de scaler la boîte beaucoup plus rapidement, d'aller plus vite et tout. Mais j'assume ce choix. Je suis prêt à aller moins vite, je suis prêt à gagner moins d'argent pour favoriser mon confort de vie. Voilà. Mais je comprends tout à fait. C'est tout à ton honneur. Et je pense que d'ailleurs... c'est la phase de beaucoup de personnes, c'est juste qu'elle est à un moment de vie qui est parfois différent. Mais tu vois, si je devais me dire un regret dans ma vie, alors c'est genre je vais mourir, mais non, mais, mais tu vois, peut-être un des regrets, tu vois, que j'ai, c'est de ne pas m'être lancé dans l'entrepreneuriat plus tôt, parce que si je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat quand j'étais à Paris, par exemple, dans les 5 ans que j'étais à Paris, et quand j'avais pas d'enfants et compagnie, là j'aurais pu être en mode machine et j'aurais pu scaler énormément plus. Alors après, en réalité, je dis regret, mais j'ai passé quand même, j'avais déjà mon entreprise qui était la musique. En réalité, c'était une super expérience aussi, tu vois. Sûr. Donc en réalité, je dis regret, parce que c'est mon délire aujourd'hui, c'est mon focus aujourd'hui, mais à l'époque, en réalité, c'était pas mon focus c'était la musique. Non, et puis c'est toujours pareil, t'évolues dans un écosystème où t'as des standards de par les réseaux sociaux qui sont galvaudés. Je disais tout à l'heure sur un business de formation, moi je les connais les chiffres des formateurs parce qu'ils sont chez nous, donc je vois bien ce qu'ils font, et entre ce qui est dit sur les réseaux et la réalité, il y a souvent un monde. T'es un petit multiple, quoi. Donc ça c'est la réalité des choses. Et la seconde, c'est que, alors j'ai plus la stat précise, mais je crois que c'est 8 à 10%, pareil, on ira checker si c'est vrai ou pas, mais c'est quelque chose comme ça, où il y a des entreprises qui dépassent pas les 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et donc finalement, on a l'impression des fois qu'il y a plein de gens qui gagnent beaucoup d'argent, etc. Et finalement, pas tant en fait. Il y a une réalité assez importante du marché qui fait que c'est très dur, c'est très... Et donc finalement, déjà, comme tu dis, tu pourrais faire beaucoup mieux, mais déjà ce que tu fais, c'est déjà certainement très bien. Et si on compare à la moyenne nationale, et souvent on se met à sa place en se disant ah ouais, je pourrais faire mieux, etc. Mais finalement, déjà, quand t'en vis, c'est... Enfin, tu vois, moi, souvent, les copains, on en discute et tu veux toujours faire plus. Tu vois les autres copains qui font mieux, qui font différemment, qui ont des belles réussites. Ils me disent, mais déjà, t'en vis. Et c'est vrai que déjà en vivre, c'est déjà une super réussite, quoi. C'est trop bien, quoi. C'est ce que tu veux, finalement. C'est trop bien quand t'as plus ce stress d'essayer d'aller chercher tous les mois. C'est un confort de vie qui est quand même pas anodin, je trouve. C'est clair. J'ai 2 questions à te poser pour conclure ce podcast. J'en ai posé une tout à l'heure indirectement qui nous a permis d'avoir l'anecdote de l'Amérique latine. C'est quoi ta passion? Je vais en faire un short de cette anecdote. C'est quoi ta passion inavouable? Ma passion inavouable Faire l'amour dans le bus. Non, je charrie. Malheureusement, je suis pas allé jusque-là. Ma passion inavouable. J'ai plein de passions, mais elles sont toutes avouables. Hein. En ce moment, c'est pas une collection de Pikachu. La dernière personne avant toi là, qui était à ta place, c'était les collections de cartes Pokémon, par exemple. Ouais, ça peut m'inspirer. En ce moment, je suis à fond sur les échecs. Je sais pas si c'est inavouable, mais c'est un peu mon nouveau dada, tu vois, en ce moment. Ok. Y a pas un truc que tu fais, je sais pas moi, collecter des chaussons dans les hôtels. Il y en a un qui nous a dit qu'il était naturiste. Francis Lelong nous a dit qu'il était naturiste, qui est qui était cofondateur de Sarenza. Il y a plein de trucs. Tu mets des slips à la place de mettre des caleçons. J'en sais rien. J'essaie de réfléchir. Quelle est ma passion inavouable?
Hmm, Non, là, je suis désolé, je vais décevoir tes auditeurs, mais il n'y a Ouais. rien qui me vient. Ouais. Tu vois, j'aurais dû préparer un peu l'épisode, quand même, parce que en réfléchissant, je pense que j'en aurais. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui te semble important de traiter pour conclure ce podcast, qui te concerne, qui peut aider, qui peut avancer? Que les gens s'intéressent à l'éducation financière. Je pense que c'est. Alors, je vais tourner la. Alors, je vais te dire, pose-moi la question que j'aurais aimé que tu me poses, parce que j'aime bien qu'on me la Mais pose. c'est ça le but, hein. Ouais. Qu'est-ce que. Alors, je te laisserai me la répéter. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire à ton toi d'il y a 20 ans? Qu'est-ce que tu aurais aimé dire à ton toi d'il y a 20 ans? Qu'il aille regarder la définition des intérêts composés sur Wikipédia. Voilà. Je pense que c'est le truc que j'aurais aimé comprendre, surtout que j'ai toujours été matheux, j'aurais aimé comprendre il y a 20 ans. Parce que si j'avais compris le phénomène des intérêts composés il y a 20 ans, je pense qu'aujourd'hui, voilà, je serais libre financièrement. Parce que si j'avais juste mis 50 ou 100 balles par mois sur un ETF, ben, aujourd'hui, voilà, j'aurais un patrimoine tout autre qu'aujourd'hui. Et ça aurait pas changé ma vie, tu vois. Mettre 50 ou 100 balles en bourse, machin, ça aurait pas changé ma vie il y a 20 ans. Et aujourd'hui, voilà, les intérêts composés auraient marché. Et voilà, je pense que j'aurais eu un énorme gap dans mon patrimoine financier qui m'aurait permis certainement d'être libre de manière plus rapide qu'aujourd'hui, quoi. Donc, Ok, hyper intéressant. On terminera là-dessus. Est-ce qu'il y a une actualité pour toi, un sujet en ce moment qui peut être intéressant? Je sais pas, une nouvelle formation que tu vas sortir dans quelques semaines que tu veux évoquer? Alors ça dépend, quand est-ce que tu prévois sortir l'épisode? Alors, c'est une bonne question. Je sais pas encore si on en sort en août. Donc, Ok. soit dans 2-3 semaines, soit, Début septembre. soit ouais, mi-septembre. Ouais. Bah, début septembre, là, cet été, je vais me poser pour enchaîner une nouvelle formation qui va être investir pour ses enfants. Parce que bah, du coup, je suis, comme tu l'imagines, concerné, parce que j'en ai deux, et j'ai bien creusé le sujet, j'ai mis en place des stratégies pour mes enfants. Et je sais que dans mon audience, il y a beaucoup de jeunes parents qui ont envie d'épargner pour leurs enfants, mais qui n'ont pas envie d'épargner sur leur livret A, parce que tout le monde sait que c'est un peu de la merde, et que voilà, sur le long terme, ça ne bat pas l'inflation. Donc voilà, je vais enregistrer une nouvelle formation sur investir pour les enfants, et je pense que que ce soit des jeunes parents, ou même des parents d'enfants qui ont 10-15 ans, ça peut en intéresser un paquet, parce que je vais dévoiler plein de trucs que personne ne dit, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr. J'en ai entendu des formations, mais c'est la première fois que j'entends ça. Donc, Ouais. il y avait une carte, je crois, qui existait pour les enfants j'avais entendu parler d'un projet comme ça, mais je sais pas ce que ça a donné, où ça t'apprenait un peu à tes dépenses, Ouais. mais pas à placer de l'argent pour tes enfants. Ouais, là c'est vraiment, en fait, je vais pas parler d'éducation financière ou d'argent de poche, c'est plus comment toi tu peux mettre enfin, que faire des 100 balles par mois que tu es prêt à mettre pour ton enfant, Que ou tu les mets- mettre, quoi. Ouais, En ok. gros, ou les mettre, plutôt que de les mettre sur un livret A ou sur un PEL, proposer des vrais placements, une vraie allocation intéressante qui permettent à la fois de favoriser la transmission sans payer trop d'impôts ou maximiser les intérêts composés, enfin bref, C'est bien ça. tous ces sujets-là, quoi. Ok. Et pour qu'en gros, au lieu de faire 2 ou 3% par an, tu peux faire 8 à 10% avec des intérêts composés. En fait, c'est ça le gros avantage quand tu investis pour les enfants, c'est que tu as un horizon de temps long terme de 20 ans, en fait, si tu le fais dès la naissance. Et ce que je viens de te dire, c'est la question que je me suis posée à moi-même, tu l'appliques à ton enfant, en fait, dès que tu l'as compris. Bien sûr. Donc c'est un peu l'objectif du programme. Ok. Intéressant. Merci beaucoup. Bon, on a fait le tour. Merci en tout cas, Maury, pour cet échange passionnant. J'aurais jamais pensé de rentrer autant dans mon intimité, mais C'est normalement, c'est vrai que c'est un peu la frustration que j'ai aujourd'hui sur le podcast, pour te partager un peu. Bon, c'est que en général, on a un super échange avec les invités, ça se passe bien, ils se confient sur des choses qu'ils abordent jamais. Mais il est vrai que on a du mal sur la suite, c'est-à-dire la proposer, la diffusion. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas des résultats qui sont à la hauteur. Je pense on essaie d'essayer de rendre le sujet le plus qualitatif possible. Sur tout enfin voilà, on a un studio qui est quand même relativement de bonne qualité. On essaie de mettre les choses en place sur plein de choses, et des invités en plus de qualité par ailleurs. Mais c'est vrai que non, mais c'est vrai, t'as une histoire qui est cool, t'as bien développé, en plus qui est je dis pas ça, mais presque de Monsieur Tout le Monde. Ce qui est bien, c'est qu'on peut s'identifier assez facilement à cette histoire. Et ça, c'est vachement bien. T'as pas commencé comme certains, et je me mets dans le sac, hein, mais à 16 ans, et du coup, les gens s'identifient mal. T'as commencé, t'avais 30 ans, voire même commencé à regarder. Enfin, t'as fait des voyages, t'as fait des études. Enfin, c'est assez... le parcours classique du salarié qui fait 10 ans, qui pète un plomb, qui veut se reconvertir dans un truc qui lui plaît. Ouais, c'est ça. Et je sais que ça peut parler à beaucoup de monde, parce que j'ai plein de gens qui viennent me voir sur LinkedIn pour ça, quand ils m'écoutent un petit peu sur un podcast. Alors, il y en a beaucoup qui viennent me voir pour le côté vraiment conseil financier, parce qu'ils sont intrigués par mon mode de rémunération avec les honoraires. Mais il y en a aussi beaucoup qui me disent putain, mais il m'arrive pareil que toi, quoi. 10 ans de salariat, ça n'a pas de sens pour moi. Ça me et authentique aussi. Je le trouve très authentique.
sur les chiffres que tu as pu donner, le temps que Alors ça a ça, mis, la je t'avoue que c'est difficulté. la première fois que je les partage. Hein. Vraiment, c'est la Ok. première fois de ma vie que je les partage en live. Bah, franchement, c'est Ouais. super sympa de ta part parce que je te trouve hyper authentique et ça montre que c'est pas facile, que ça prend du temps et que bah, pour toi ça a évolué, et tant mieux, mais le travail a payé et que tout le monde ne réussit pas et qu'on se serait vu il y a peut-être 6-8 mois, t'aurais pas eu la même discussion, bien sûr, la même conversation, on n'aurait pas eu Je la t'aurais même donné discussion. d'autres chiffres. Quoi. Ouais, voilà. Non, mais, et il faut se dire les choses aussi. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas les bons chiffres, non pas parce que c'est des menteurs, mais parce qu'ils sont tellement mal à l'aise avec la situation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui affichent des chiffres où ils réussissent, que du coup c'est difficile Ouais, ça les complexe, d'assumer. ouais. Et encore plus, encore une fois, dans l'écosystème dans lequel on est. Donc c'est pas forcément des gens de mauvaise foi. Et toi aujourd'hui, tu as beaucoup plus de facilité à le faire parce que tu arrives dans une situation qui est plus confortable. Et donc, non, c'est cool qu'on soit sur cette phase un peu de transition réussie. Et je terminerai par cette phrase. Je te souhaite un bon décollage pour la suite. Je sais pas si c'est une bonne expression, mais non, en tout cas, ça part bien. Et bravo, je pense que le travail a payé. Félicitations et bonne continuation pour la suite. Merci. Et rappelez-vous des tickets de tombola. À bientôt. À bientôt, Amaury. Salut. Merci beaucoup. On n'a pas fait trop long ?